Euh, donc la réunion sera enregistrée. L'avantage, c'est que du coup, on pourra la diffuser. Des personnes qui n'auront pas pu assister à ce webinaire pourront revisionner le webinaire. Voilà. Donc sur l'ordre du jour, on va commencer tout de suite avec Laura Buffet, donc, qui travaille à Bruxelles à Transport et Environnement, ou TNI pour les intimes, plus particulièrement sur les énergies issues de la biomasse, et elle va nous faire un panorama du contexte politique au niveau européen, et en particulier l'année qui s'annonce là, assez riche au niveau politique et législatif. Donc de 14h05, c'est-à-dire maintenant tout de suite, jusqu'à 14h30. Vous pouvez, comme je l'ai indiqué dans mon mail, poser vos questions au fur et à mesure dans la boîte conversation qui s'appelle Tout le monde entre parenthèses. Voilà, vous pouvez vous poser vos questions au fur et à mesure ici. Et moi, je vais m'occuper de les lire, enfin de les enregistrer pour ensuite les poser tout en même temps à la fin de la présentation de Laura pour qu'elle vous apporte des réponses à vos différentes questions. Ce temps de questions-réponses que je vais traduire oralement et auquel Laura va répondre, ça va se passer entre 14h30 et 14h50. Voilà, donc ça c'est pour la présentation de Laura. Et ensuite, Gino Baudry, qui est économiste, va nous faire sa présentation à partir de 14h50 et jusqu'à 15h20. Voilà, je ne me trompe pas. Et à nouveau, vous pourrez poser vos questions en temps réel dans la boîte de conversation, mais il n'y répondra pas tout de suite. Mais à la fin de sa présentation, Camille de FNE fera le même travail que moi et posera oralement vos questions à Gino, qui y répondra à ce moment-là. Voilà, et donc on fera un point de conclusion les 10 dernières minutes et on vise une fin à 16h. Voilà, j'espère que c'est clair. Eh bien, donc j'invite Laura à brancher sa webcam et moi je vais couper la mienne. Et Laura, je t'invite à brancher ton micro et puis bah, à te présenter et à faire ta présentation. Super. Super, merci beaucoup Cyrielle. Donc bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Si jamais, envoyez un message sur le groupe Tout le monde et j'essaierai d'augmenter mon volume. Donc comme Cyrielle l'a dit, je m'appelle Laura, je travaille à l'ONG Transport et Environnement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Transport et Environnement, on est une ONG basée à Bruxelles. Vous voyez sur la slide qui apparaît qu'on a des membres un peu partout en Europe. Et notamment FNE et l'ORAC font partie de Transport et Environnement. Donc on travaille sur tout ce qui est politique européenne en lien avec le transport, que ce soit les carburants utilisés dans les transports au niveau européen, que ce soit l'impact climatique des voitures, du secteur de l'aviation, du maritime, etc. Donc plusieurs thématiques en lien avec le transport. Je vous préviens que la présentation PowerPoint est en anglais, puisque c'est la langue de travail qu'on utilise principalement ici. Je risque de faire des franglismes pendant ma présentation, donc désolée pour ça. Et également, je voulais préciser que je suis surtout experte sur les questions d'agrocarburants et de carburants fossiles donc utilisés dans les transports. La partie qui est plutôt biomasse solide utilisée pour le chauffage et l'électricité, c'est un peu moins mon domaine d'expertise, mais je vais pouvoir quand même prendre des questions sur cette partie-là. Voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet, l'idée de cette présentation, c'est en fait de vous expliquer quel est le cadre européen autour de l'énergie de la biomasse utilisée à des fins énergétiques. Donc on a un cadre européen sur cette question d'ici 2020. Et en fait, on a des nouvelles discussions qui sont en train de commencer sur la période qui va aller de 2020 à 2030. Donc pour commencer, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans les dernières années et qui s'applique jusqu'à l'horizon 2020. Et après, j'expliquerai un peu plus ce qui va se passer avec la période 2020 à 2030. Donc, je vais commencer par parler des agrocarburants et quelle est la situation concernant l'utilisation de la biomasse dans le transport. Donc un peu d'histoire sur la réglementation des agrocarburants au niveau européen. Donc la grosse réglementation qui a été mise en place sur ces questions, elle est apparue en 2008-2009. C'est la directive sur les énergies renouvelables qui a été adoptée. Donc il y avait un objectif contraignant de 10% d'énergie renouvelable dans le transport que chaque État membre doit mettre en place d'ici 2020. Et la grosse partie de cet objectif va en fait être atteint par l'utilisation des agrocarburants.
Donc déjà, à l'époque, on savait qu'il y avait des problèmes liés à l'utilisation des agrocarburants, et notamment, on savait qu'il y avait quelque chose qui était appelé le changement d'affectation des sols indirect. Donc sur cette slide, vous allez voir que c'est écrit ILUC, Indirect Land Exchange Emissions. En français, c'est donc quasi, changement d'affectation des sols indirects. Donc en fait, c'est l'impact indirect des politiques européennes de soutien aux agrocarburants. Et en fait, ce qui se passe, c'est que puisqu'on utilise des terres au niveau européen qui étaient autrefois utilisées pour produire de la nourriture, par exemple du colza pour l'huile végétale, et que maintenant on utilise ces huiles végétales pour les mettre dans les voitures pour les agrocarburants, on va avoir besoin de terres supplémentaires autre part pour arriver à maintenir un niveau de nourriture équivalent ou sinon plus grand que ce qu'on avait avant. Et en général, ce changement d'affectation des sols, donc ces terres supplémentaires, on va aller les chercher où? Dans des pays comme les pays d'Asie du Sud-Est, où il va y avoir de la déforestation pour accéder aux terres et pouvoir produire plus de nourriture là-bas. Et c'est ce qu'on appelle le changement d'affectation des sols, et c'est ce qui amène à plus d'émissions de gaz à effet de serre que ce qu'on pourrait penser pour les agrocarburants. Donc cet effet était déjà connu à l'époque en 2008-2009. Donc ce que la Commission européenne a fait, c'est qu'en 2012, elle a décidé de mettre sur la table une proposition pour essayer de faire en sorte que ces impacts soient le plus faible possible. Et donc, on avait une proposition de la Commission qui essayait de résoudre un peu le problème lié aux agrocarburants. Le processus européen étant ce qu'il est, ça a mis 3 ans avant qu'il y ait vraiment un accord politique au niveau européen. Et donc, finalement, en septembre 2015, on a une réglementation qui s'appelle la directive ILUC, ou la directive quasi, version française, qui essaie d'apporter des réponses aux problèmes en lien avec les agrocarburants. Je viens de comprendre que ma webcam n'était pas encore partagée. Donc voilà, là ça devrait être bon. Hop, voilà, ça devrait marcher. Donc ce que je disais, c'est que en septembre 2015, finalement, il y a une réglementation qui a été adoptée au niveau européen pour essayer de résoudre les problèmes en lien avec les agrocarburants. Le problème, c'est que bon, elle ne va pas assez loin, et je vais expliquer pourquoi après. Et maintenant, donc, chaque État membre, dont la France, doit mettre en place cette directive d'ici septembre 2017, septembre de cette année. Donc, qu'est-ce que cette réglementation fait? Et bien en fait, premièrement, donc c'est la première case à gauche de la slide, on a une limite qui est placée sur la quantité d'agrocarburants produits à partir de cultures alimentaires qui peuvent être comptabilisés pour atteindre l'objectif de 10% dont je vous ai parlé avant. Donc les États membres doivent avoir 10% d'énergie renouvelable dans le transport d'ici 2020, mais après cette réglementation, ils ne peuvent pas utiliser plus de 7% d'agrocarburants produits à partir de cultures alimentaires pour atteindre cet objectif. De plus, si les États membres veulent avoir moins de cultures alimentaires dans leur mix et pour atteindre l'objectif, ils peuvent le faire également. Je vous parlais du phénomène quasi, donc de changement d'affectation des sols indirects. Cette réglementation européenne adoptée en 2015, elle reconnaît qu'il y a un impact négatif de la politique européenne sur les agrocarburants. Donc elle reconnaît que l'effet quasi existe. Le problème, c'est qu'en fait, on ne prend pas en compte les émissions en lien avec le quasi quand on calcule les émissions totales des agrocarburants. Donc, ce qui fait que des agrocarburants comme l'huile de palme, par exemple, qui ont un impact climatique assez énorme, vont pouvoir être considérés comme renouvelables et vont pouvoir être comptabilisés par rapport à l'objectif de 10%. Donc, sur ce point, c'est clairement pas assez. Et ensuite, le dernier élément de la nouvelle réglementation, c'est que chaque État membre doit mettre en place un sous-objectif pour soutenir un peu plus les carburants dits biocarburants avancés, c'est-à-dire les biocarburants produits à partir de déchets ou de résidus. Et donc il y a un objectif qui est fixé comme référence à 0,5%. Donc là encore, chaque État membre va devoir mettre ça en place. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau des agrocarburants si on regarde le marché? Qu'est-ce que la politique européenne a vraiment mis en place? On se rend compte que 80% des agrocarburants qui sont utilisés actuellement, ce sont du biodiesel, principalement produit à partir de cultures alimentaires. Parmi les cultures alimentaires, l'huile de palme est de plus en plus utilisée. Et donc, on a réussi à avoir des chiffres qui nous ont montré qu'en 2015,
les importations d'huile de palme en Europe allaient principalement dans le secteur du transport. Donc 46% des importations d'huile de palme, en général, qui arrivent dans l'Union européenne, vont dans le transport, ce qui fait que les, comment on appelle les conducteurs de voitures et de camions sont les premiers consommateurs d'huile de palme au niveau européen, plus que les consommateurs de produits alimentaires avec de l'huile de palme. Et le problème ici, c'est que l'huile de palme est en moyenne environ 300% pire que le diesel fossile qu'on est censé remplacer. Donc voilà, pour un aperçu global de ce qui se passe sur le marché, c'est principalement des cultures alimentaires qu'on a sur le marché européen, de plus en plus d'huile de palme qui est utilisée. On a également de plus en plus de biocarburants avancés, mais c'est encore vraiment minime comparé à la part des cultures alimentaires dans le mix européen. Donc ensuite, pour parler un peu plus de la biomasse solide, donc actuellement, les réglementations européennes, elles ont vraiment aucune politique spécifique en termes de durabilité de la biomasse qui est utilisée dans le secteur du chauffage, par exemple, ou de l'électricité. Il y avait une idée d'avoir des guidelines au niveau européen, c'est-à-dire des directrices sur cette thématique, mais ça n'a jamais été adopté. Donc pour le moment, il y a simplement certains États membres qui ont des mesures de durabilité ici ou là, par exemple le Royaume-Uni et les Pays-Bas, mais sans plus. Donc tout a été laissé pour l'après 2020, où la Commission a dit, bon, on n'a pas développé quelque chose avant 2020, mais pour après 2020, on va essayer de mettre en place une politique pour faire attention à la durabilité de la biomasse utilisée dans le secteur du chauffage et de l'électricité. Donc, à l'heure actuelle, ce qui est important de retenir, c'est que la grosse majorité des énergies renouvelables utilisées au niveau européen, c'est en fait la biomasse. C'est 63% des énergies renouvelables au niveau européen dans tous les secteurs qui est issue de la biomasse. Dans le secteur de l'électricité, ça représente à peu près 18% de toutes les énergies renouvelables. Et dans le secteur du chauffage et du refroidissement, c'est à peu près 82%. Donc maintenant, on va regarder ce qui va se passer après 2020. Donc la Commission a mis en place une nouvelle proposition de loi pour essayer de réformer cette directive énergie renouvelable. Donc premièrement, en ce qui concerne les agrocarburants, il y a 3 éléments assez importants, c'est qu'il n'y a plus d'objectifs spécifiques qui va pousser l'utilisation des agrocarburants à partir de cultures alimentaires dans le mix européen, puisqu'en fait, il n'y a plus d'objectifs contraignants pour chaque État membre d'avoir un certain pourcentage d'énergie renouvelable dans le transport. Ça, c'est plutôt positif. De plus, l'Union européenne a décidé que, en fait, on allait réduire la part d'énergie utilisée dans le transport qui sont produites à partir de cultures alimentaires de 7% en 2021 à 3,8% en 2030. Donc vous voyez ici le petit tableau à droite qui représente en fait la trajectoire de diminution de la part des cultures alimentaires dans le transport d'ici 2030. Donc plutôt positif, mais pour nous, ce n'est pas suffisant. Et ce qu'on souhaitait, c'est qu'en fait, la limite aille à 0 en 2030. Donc on arrête d'utiliser des cultures alimentaires dans le mix européen. Mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est seulement une diminution, mais pas un arrêt total de l'utilisation de ces cultures. Donc si on compare à 2014, on était à 4,9% d'agrocarburants dans le mix européen. Ce que propose la Commission, c'est en fait quasiment rester à la situation actuelle, puisqu'elle propose 3,8%. Donc la justification pour ça, c'est qu'ils souhaitent stabiliser les investissements qui ont été faits et donc ne pas mettre en péril, entre guillemets, les industries qui ont été développées sur ce terrain. Maintenant, quand on regarde ce que la Commission propose dans le chauffage et le refroidissement, donc il y a un objectif de 1% chaque année qui devrait être atteint par les États membres avec des énergies renouvelables dans ces secteurs. Mais en fait, la formulation de cette obligation est assez faible, donc ce n'est pas vraiment une obligation contraignante, c'est simplement un objectif que les États membres doivent essayer d'atteindre. Donc ce n'est pas forcément très. En ce qui concerne le transport, donc je vous ai expliqué qu'il n'y avait pas d'objectif contraignant comme celui qui était de 10% avant. En revanche, ce que la Commission européenne met en place, c'est un objectif sur chaque entité qui met sur le marché des carburants. Donc par exemple, on va dire Total en France aura un objectif de 6,8% en 2030. Vous voyez ce graphique qui représente de 2021 à 2030. Donc ils devront mettre sur leur marché 6,8%
dans leur carburant de carburants dits carburants avancés, donc qui contiennent à la fois des carburants issus de biomasse comme les déchets ou les résidus, mais ça contient aussi, et ça c'est la partie jaune du graphique, d'électricité renouvelable, de l'hydrogène par exemple, ou d'autres carburants produits à partir de déchets fossiles. Donc on a un espèce de gros mix de choses que la Commission considère comme étant plus durables et moins néfastes pour l'environnement que les cultures alimentaires. Et donc ils essaient de les pousser à travers cette obligation d'avoir un objectif minimum de 6,8% d'un mix de différents carburants pour les entités commerciales qui vont devoir placer des carburants sur le marché. Donc pour expliquer le graphique que j'ai montré avant, donc on a cet objectif global de 6,8%, donc que la Commission appelle des carburants qui ont moins d'émissions et qui sont renouvelables. Dans cet objectif, on a un sous-objectif de 3,6% pour des biocarburants dits avancés, donc qui sont produits surtout à partir de résidus. On a une limite sur les carburants qui sont produits à partir d'huiles usagées et de graisse animale pour des questions de durabilité, parce qu'ils n'ont pas envie qu'il y ait trop de ces choses qui soient utilisées, ça amène à des impacts néfastes à la fin. Et enfin, comme je disais, il y a l'hydrogène et aussi des carburants produits à partir de déchets fossiles qui peuvent être utilisés dans cet objectif également. Donc, en ce qui concerne les critères de durabilité par rapport à l'utilisation de ces carburants et de la biomasse en général, on a toujours des mesures dans la proposition de la Commission qu'il faut respecter pour pouvoir après être comptabilisé dans les différents objectifs que j'ai mentionnés. Donc ça s'applique à la fois aux agrocarburants et dans le cadre de la biomasse utilisée dans les installations pour le chauffage ou pour l'électricité, ça s'applique aux installations qui sont plus grosses que 20 MW et pour les installations de biogaz qui sont plus grosses que 0,5 MW. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque État membre, même s'il y a un cadre européen, peut aller plus loin que le cadre européen s'ils veulent avoir des mesures plus ambitieuses en termes de durabilité. Et en ce qui concerne les résidus et les déchets, ils ont simplement besoin de se conformer à un minimum de réduction de gaz à effet de serre. Ils n'ont pas besoin de montrer vraiment qu'ils ont des critères de durabilité très stricts, parce qu'on considère que, en principe, ça doit être des sources de biomasse qui sont un peu moins néfastes pour l'environnement. Donc, en ce qui concerne la biomasse issue de l'agriculture, en fait, ils ont copié-collé les critères qui étaient dans l'ancienne directive, donc qui s'applique jusqu'à 2020. Et donc, on a des critères qui s'appliquaient aux agrocarburants qui vont maintenant s'appliquer à tous les secteurs, donc pas que seulement le transport, mais aussi le chauffage et l'électricité. Donc, ces critères, c'est par exemple que on ne doit pas utiliser de la biomasse qui a été produite à partir de forêts primaires, donc on a déforesté pour la produire, ou d'aires protégées, de highly biodiverse grasslands, qui est terme anglais. Donc voilà, ces zones qui sont très importantes au niveau environnemental et climatique, et donc on ne doit pas utiliser pour produire de la biomasse. Donc ça, c'est un critère assez important. Ensuite, il y a un autre critère qui dit que la biomasse issue de l'agriculture ne doit pas venir de zones qui étaient en 2008 soit des zones humides, des tourbières ou des forêts. Donc tout ça, c'est exclu aussi. Et ensuite, quelque chose d'important à savoir, c'est que ces critères sur la biomasse, la limite que j'ai mentionnée sur les cultures alimentaires, elle s'applique au secteur des transports, mais elle ne s'applique pas au secteur de l'électricité et du chauffage. C'est-à-dire que si on utilise des cultures alimentaires pour produire du biogaz, par exemple, au niveau européen, il n'y a pas de limite sur la quantité qu'un État membre peut comptabiliser pour son objectif d'énergie renouvelable. Donc c'est assez problématique. Donc si on prend l'exemple du biogaz produit à partir de cultures alimentaires comme le maïs, en fait, la proposition de la Commission considère que c'est durable et donc il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on regarde la biomasse issue de la forêt, donc ça, ce sont des mesures nouvelles que la Commission a introduites dans la nouvelle proposition. Donc il y a différentes mesures qui sont proposées. Je ne vais pas aller dans le détail parce que je vois qu'on n'a plus trop de temps. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que tout ce qui est proposé, c'est vraiment simplement se baser sur ce qui est déjà adopté par les États membres
ou ce qui est adopté au niveau international, mais c'est en aucun cas essayer de demander beaucoup plus de critères de durabilité sur le terrain. Donc, par exemple, il n'y a pas de demande de faire attention que si on prend des résidus forestiers, on en laisse assez dans la forêt, on fasse attention au carbone présent dans le sol, etc. Donc il y a pas mal de critères qui auraient pu être adoptés, qui n'ont pas été adoptés. Donc on considère que ces nouveaux critères sur la biomasse issue de la forêt sont vraiment pas suffisants pour pouvoir prévenir des impacts indirects néfastes de cette politique énergétique. Donc là-dessus, on n'est vraiment pas d'accord avec ce que la Commission a proposé. Donc par exemple, si vous avez une centrale qui utilise ces bois que vous voyez sur la photo, eh bien, c'est considéré comme étant durable si on s'en tient à la proposition de la Commission. Il y a un autre aspect qui est en fait l'aspect émissions de gaz à effet de serre, où en fait la proposition de la Commission prend ça en compte. Et donc pour les agrocarburants comme pour les installations de chauffage d'électricité, il y a des minimums à atteindre. Donc c'est 70% d'émissions de gaz à effet de serre de réduction par rapport aux carburants fossiles pour les agrocarburants, par exemple, pour les nouvelles installations après 2021, ou 80% pour tout ce qui est chauffage électricité après 2021. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne prend pas en compte ni les changements d'affectation des sols indirects pour les agrocarburants, ni tout ce qui est dette carbone dans le cadre de l'utilisation de la biomasse issue de la forêt. Donc ça veut dire qu'on se focalise seulement sur la chaîne de production en tant que telle, mais pas du tout sur les impacts indirects de ces politiques. Enfin, il y a aussi des mesures qui regardent l'efficacité des installations, et donc notamment dans le cadre des installations électriques qui utilisent de la biomasse, il va y avoir des limites pour essayer de faire en sorte que ce soit les installations les plus efficaces qui soient utilisées. Donc enfin, pour discuter un peu de qu'est-ce qui va arriver maintenant, puisque, donc, comme je vous l'ai expliqué, maintenant on a une proposition de la Commission qui est sur la table. Donc au niveau européen, ce qui se passe après cette proposition, c'est que on a le Parlement européen, donc ce qui est l'icône à gauche de la slide, et le Conseil, donc, qui vont devoir se positionner sur cette proposition de la Commission. Donc le Parlement européen qui représente les citoyens européens avec des députés européens présents à Bruxelles, et le Conseil qui représente les gouvernements nationaux avec des représentations permanentes à Bruxelles, mais finalement la plupart des décisions vont être prises dans les capitales. Et c'est aussi pour ça que c'est important de vous parler aujourd'hui, puisque la France, en tant que membre du Conseil, va avoir un important rôle à jouer dans ce dossier. Donc ces deux institutions vont discuter chacune de leur côté. Donc le Parlement européen va adopter une position, le Conseil va adopter sa position, et in fine, on va essayer de trouver un compromis entre ces deux positions. Et après, on pourra avoir une directive finalement adoptée au niveau européen. Donc en ce qui concerne le Parlement, donc, ce qu'on sait pour le moment, c'est que la commission dite énergie, donc, puisque le Parlement est divisé en différentes commissions avec différentes thématiques selon telle ou telle commission. Donc la commission énergie va être celle qui va avoir le rôle le plus important sur ce dossier de l'énergie et de la biomasse. Et la commission de l'environnement également va avoir un important rôle à jouer. Donc on n'a pas exactement tous les détails du calendrier législatif pour ces deux commissions. En revanche, on sait que la commission de l'énergie, par exemple, va voter en octobre. Pour la commission environnement, on ne sait pas encore. Donc ce qui laisse à présager que le vote final au Parlement pourrait se passer à la fin de l'année. Mais par contre, pour avoir un compromis politique sur tout le contenu de la directive, on ne pense pas avoir quelque chose avant un an, le temps que prennent les discussions à Bruxelles d'habitude. Donc au niveau de Bruxelles, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de discuter avec d'autres ONG ici à Bruxelles, vraiment des priorités sur ce dossier. On est en train de discuter aussi des amendements à apporter à la proposition de la Commission. On organise des événements ici également, on rencontre des députés, que ce soit des députés français ou de tous les pays européens, pour essayer de les convaincre de suivre nos positions. Et on va aussi avoir un rôle dans le contact avec les gouvernements nationaux. Donc des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aller dans les capitales avec des ONG nationales pour discuter avec les représentants des gouvernements dans les ministères et essayer de parler un peu plus en détail de ce qui se passe à Bruxelles et de ce que le gouvernement, par exemple français en l'occurrence, pourrait faire à Bruxelles pour faire avancer le dossier dans le bon sens. Donc ça, c'est pour le Parlement. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, il y a
le Conseil, donc, qui représente les États membres au niveau européen, qui va également se positionner sur le dossier. Donc les discussions sont en train de commencer. Le problème, c'est qu'il y a pas mal d'élections qui sont en train d'arriver dans certains pays, donc dont la France, mais aussi les Pays-Bas et l'Allemagne, ce qui va sans doute ralentir un peu aussi les différentes décisions dans ces États membres. Actuellement, on a une présidence de l'Union européenne par Malte. Pas prévu de faire avancer les discussions vraiment sur ce dossier. Donc, ce qui va sans doute se passer, c'est que c'est l'Estonie qui a la présidence de l'Union européenne après juillet de cette année, qui va vraiment se pencher sur le dossier de la directive énergie renouvelable et qui va essayer de faire avancer les choses là-dessus. Et une date assez importante pour les discussions au Conseil, c'est lundi en fait, il y a un Conseil énergie où les ministres des différents États membres vont discuter de la directive énergie renouvelable, mais pas que de ça, en fait, ils vont discuter du paquet climat global, donc c'est le paquet qui a été publié par la Commission européenne fin novembre, dont la directive énergie renouvelable est seulement une partie en fait. Donc voilà, donc ça c'est la date la plus importante à venir pour voir un peu comment les États vont se positionner. Et bien sûr, dans les semaines à venir, il va y avoir beaucoup plus de discussions en détail à Bruxelles qui vont avoir lieu. Et donc voilà, c'était une présentation assez rapide avec beaucoup d'informations. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Également, si vous voulez plus d'informations sur la biomasse et son utilisation à des fins énergétiques, on a un site internet qui est disponible sur eubioenergy.com. C'est un site internet qui est surtout utilisé par BirdLife Europe, donc qui est une ONG qui est très très investie sur ces questions et également partie des ONG qui contribuent sur ce site. Et également, si vous voulez avoir plus d'informations sur la campagne ou sur ce qui se passe à Bruxelles, on a une mailing list européenne qui regroupe différentes ONG nationales et européennes. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur cette campagne et sur les dossiers, n'hésitez pas à me le dire et ou à m'envoyer un mail après cette conférence pour qu'on puisse vous ajouter à la liste et que vous soyez informés de ce qui se passe. Voilà, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère qu'on m'entend cette fois-ci. Laura, tu as toujours ton micro connecté? Je peux reconnecter. Oui. T'entends rien? Non, je n'entends rien. J'ai une mauvaise, je pense. Vas-y. J'entends rien. Allô, allô? Tu m'entends? Oui, ça y est, ça y est. Bon, pardon pour ce petit Ouais, merci beaucoup Laura pour cette présentation et ce panorama de tout ce qui est sorti dans cette proposition et ce qui va se passer cette année. Peut-être une première question sur comment tu vois toi les marges de manœuvre qui seraient possibles entre donc Oui, ce qui a alors, été proposé par la premièrement, Commission peut-être sur et les ce à quoi agrocarburants, on pourrait partie assez, aboutir. Peut-être déjà ton avis sur toujours ce assez qui serait difficile dans les discussions au qui niveau risque européen. d'arriver et puis ton Je pense avis que sur ce ce que l'on qu'on peut pourrait en tout réussir cas à obtenir. espérer C'est avoir à la fin, c'est quasiment la même question, mais une pas vision tout qui à ne soit fait. pas pire que celle qu'on a sur la table en ce moment. Est-ce que tu Donc, pourrais nous pour donner expliquer, ton la avis là-dessus? Commission propose de diminuer la part des cultures alimentaires utilisées pour les carburants dans les objectifs renouvelables au niveau européen, 3,8% en 2030. On sait que l'industrie, que ce soit les agriculteurs, que ce soit l'industrie du biodiesel ou du bioéthanol, sont en train de tout faire pour que ça soit remonté. Donc, nous, ce qu'on espère, c'est qu'on garde au moins cette limite à 3,8% et qu'elle ne soit pas plus élevée à la fin. Et bien sûr, nous, ce qu'on va demander comme recommandation principale, c'est d'aller à 0% en 2030. Après, est-ce que ce sera possible politiquement? Ça va vraiment dépendre de ce qui se passe au Parlement européen et au Conseil. Ensuite, il y a également deux secteurs différents qui s'affrontent sur la question des agrocarburants, donc à la fois le biodiesel d'un côté et le bioéthanol de l'autre. Sur le biodiesel, je pense qu'on a réussi à faire pas mal
d'informations sur les impacts néfastes du biodiesel, sur le fait qu'il y a de plus en plus d'huile de palme qui est utilisée dans le secteur du biodiesel. Et du coup, là-dessus, on se rend compte que j'ai pas. Euh, donc, sur la question du biodiesel, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients des problèmes et donc ils pourraient potentiellement être d'accord pour se débarrasser du biodiesel produit à partir de cultures alimentaires plus vite que du bioéthanol, par exemple. Donc ça, c'est potentiellement quelque chose qu'on peut gagner au niveau européen. Donc, au moins qu'une partie des cultures alimentaires soit plus dans l'objectif d'ici 2030. Peut-être pas toutes, mais en tout cas celles qui sont les plus néfastes pour l'environnement, ce qui est le biodiesel actuellement. Ensuite, il y a aussi une grosse question, donc, comme je l'ai mentionné, sur les critères de durabilité. Donc, comment être sûr que la biomasse, qu'elle soit d'origine agricole ou forestière, même si c'est des déchets, soit la plus durable possible. Et là-dessus, donc, les critères de durabilité, c'est un élément principal du plaidoyer des ONG à Bruxelles. En revanche, ça va être assez compliqué parce qu'il y a déjà tous les secteurs sont concernés par ces critères de durabilité, ce qui rend la bataille un peu plus difficile. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de pays européens, la Suède, la Finlande, qui ont beaucoup de forêts, qui ne sont pas forcément d'accord avec le fait d'avoir des critères de durabilité. Donc, au niveau du Conseil européen et de certains États membres, on sait qu'on va avoir des difficultés. Pour les critères de durabilité, ce sera sans doute plus les pays nordiques qui ont beaucoup de forêts, beaucoup de biomasse forestière, comme la Suède. Par contre, au niveau des agrocarburants, ce sera peut-être plutôt des pays comme la France, l'Allemagne, la Pologne, qui ont une grosse industrie du biodiesel et aussi un lobby agricole. Ok, merci. Du coup, on avait une autre question également par rapport aux actions prévues. Donc, tu as très rapidement évoqué le sujet. Est-ce que tu peux peut-être détailler un peu ce qui est prévu au niveau de Bruxelles, alors qui est peut-être plus de l'ordre du plaidoyer à Bruxelles et plaidoyer dans les capitales, mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi de type action de mobilisation ou action de communication soit à Oui, l'échelle pour ce qui est européenne des actions, et donc, soit à premièrement à l'échelle Bruxelles qui peuvent être plus utiles des pour territoires. faire la Et cohésion en gros, ma nationale, deuxième question. la coalition d'ONG qui travaille sur ces questions ici à Bruxelles va bientôt produire des documents de positionnement donc, qui vont pouvoir après être utilisés par d'autres associations au niveau national, qui vont vraiment lister les principaux éléments sur lesquels la proposition de la Commission doit être améliorée. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, par exemple, on a ce conseil qui se tient lundi. On va circuler une lettre qui peut être après traduite en différentes langues pour qu'elle soit envoyée aux différents ministères de différents pays. Donc ça, c'est le genre d'actions, par exemple, qui sont basées sur des documents issus de Bruxelles, mais qui après sont faits pour être utilisés par les ONG au niveau national. C'est à peu près la base de tout ce qu'on fait à Bruxelles. En ce qui concerne la mobilisation, en général, on essaie de mobiliser les ONG nationales avant les votes assez importants au Parlement, au Conseil. Donc, en l'occurrence, dans le dossier énergie renouvelable, ce sera sans doute à l'horizon de septembre-octobre, quand les commissions parlementaires vont avoir un vrai rôle à jouer, et aussi quand on aura un peu plus d'informations sur le Conseil et le gouvernement, quand leurs grosses réunions vont avoir lieu. Donc, en amont de ces réunions, c'est toujours là où on demande une mobilisation, que ce soit d'envoyer une lettre avant ou de participer à une action Twitter ou à une action Facebook. Enfin, il y a souvent des mobilisations là. Ce qui peut toujours être fait, c'est rencontrer les députés européens dans les circonscriptions, ce qui permet d'avoir un lien un peu plus direct aussi entre les ONG et les députés, puisque bon, nous, à Bruxelles, on ne représente pas un État membre, donc c'est un peu compliqué, alors que quand il y a le lien national qui se crée, c'est des fois un peu plus simple de les convaincre. Et enfin, il y a différentes initiatives locales, par exemple au Royaume-Uni par rapport à la biomasse solide utilisée par une industrie qui s'appelle Drax, et également en France avec Gardanne. Je pense qu'il y a pas mal de projets locaux aussi qui sont en train d'émerger de plus en plus. Et donc participer à ces projets
au niveau local aide aussi tout ce qui se passe au niveau européen. Et aussi l'attention médiatique qu'il peut y avoir au niveau européen de la part des nationaux. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors voilà, Ouais, j'ai c'est reconnu. bon. Oui, c'est bon, pardon. Alors, on a une question plus concrète peut-être. Voilà, il y a pas mal dans pas mal de régions françaises où des centrales biomasse se mettent en place ou sont en projet plutôt. Est-ce que tu as des idées sur la façon de contrer un peu ces projets-là pour en particulier sur l'exploitation, leur utilisation des cultures dédiées, quoi, en particulier sur cet angle-là. Donc culture dédiée, c'est-à-dire Agrocarburants, culture du alimentaire. coup. Les cultures, Ah oui, d'accord. les agrocarbes issus des terres, quoi. Mm, mm. Euh, et pour attirer l'attention là-dessus, je pense que le premier angle d'attaque, c'est vraiment l'angle climatique. Euh, et utiliser toutes les informations disponibles sur l'impact climatique des différentes cultures qui vont être utilisées dans ces centrales, c'est le principal point. Donc on a plusieurs études au niveau européen qu'on peut partager avec vous, qui montrent que, par exemple, l'utilisation des cultures alimentaires pour le biodiesel sont plus néfastes pour l'environnement que l'utilisation du pétrole conventionnel. Dans le cadre du bois, il y a une récente étude qui est parue cette semaine qui explique pourquoi, sur le court moyen terme, utiliser du bois pour la biomasse c'est en fait plus néfaste pour le climat que d'utiliser le charbon. Donc, c'est déjà d'utiliser des comparaisons par rapport aux carburants fossiles ou au charbon pour montrer que c'est pas si bien que ça. C'est déjà un premier pas pour expliquer aux gens pourquoi il y a tant de mobilisation des ONG contre la biomasse. Ensuite, il y a aussi toute la question de d'où va venir cette biomasse. Et on s'est rendu compte que la question des importations est de plus en plus importante. Par exemple, dans le cas du Royaume-Uni, une grosse partie de ce que l'industrie utilise, ça vient d'importations qui viennent des États-Unis où il y a des forests et où il y a des résidus forestiers et du bois juste en général là-bas pour les centrales au Royaume-Uni. Et dès qu'on a cette d'importation et qu'on va déforester à l'autre bout de la planète pour pouvoir assouvir les besoins énergétiques d'un pays, là il y a tout de suite un intérêt aussi médiatique et citoyen qui est peut-être un peu plus présent si on pense que tout va être utilisé localement. Donc, je dirais ces deux éléments, climatique et ESO, et aussi importation locale, qui peuvent être intéressants pour expliquer pourquoi il y a un problème. Pardon, désolé, à chaque fois il y a un blanc parce que je déconnecte mon micro à chaque fois que tu te mets à parler pour éviter les interférences. Ok, merci beaucoup. On est arrivé à la fin des questions, mais il y en a une autre qui est en train d'être écrite, j'ai l'impression. Donc si cette question est rapidement écrite, on va pouvoir la lire. J'attends 2 secondes. Ok, donc en tout cas, ce qu'on retient, c'est que voilà, il y aurait des choses à faire sur les parlementaires européens, hein, qui pourrait être quelque chose d'assez intéressant à faire en déconcentré, puisque on a tous des parlementaires européens partout. Donc plutôt vers septembre-octobre, c'est ça, 2017. Enfin, le plus tôt possible, mais après les dates les plus importantes seront en septembre. Oui. Le plus tôt Parce qu'en possible fait, dans le déjà, on se sens rend compte que pour l'industrie. commencer à aborder les sujets, à défricher le sujet avec eux, même si on n'est pas encore dans les échéances de vote, quoi. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Mais surtout que l'industrie est déjà en train de les contacter. Voilà. Depuis plusieurs mois, ils les contactent pour leur dire qu'il faut préserver leurs investissements, qu'il y a des emplois qui sont en Eh jeu, ouais. notamment en France. Donc là, il va falloir
Enfin, c'est pour ça que le plus tôt, le mieux, comme ça, les députés sont aussi au courant de la position des ONG et non pas seulement le discours de l'industrie. Ok. Je lis une autre question qui. Alors, je vais la lire mot à mot parce que j'ai pas bien compris. Pardon Thierry, qui suggère que ça pourrait être utile justement pour les actions en local autour de ces centrales biomasse, un tableau entre les diverses sources charbon, pétrole, énergie issue de la biomasse aussi, j'imagine, pour aider les associations à démontrer la nocivité de ces unités de biomasse. D'accord, donc j'imagine oui, les nocivités vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi tout un tas d'autres impacts qu'il peut y avoir derrière. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on peut avoir, ça, nous. Et de bilan carbone. C'est facilement, quoi. Des bilans carbone et des bilans dans le sens efficacité énergétique aussi par type de. Après, ce qui est compliqué aussi, pardon, je réponds à moitié moi aussi, c'est que entre une unité de pétrole et une unité de pétrole, ou entre une unité de biomasse et une unité de biomasse, il y a tellement de variables aussi entre le pays d'origine. Euh, Ça peut changer pas mal de choses. Bon, le tableau peut être plus ou moins précis, quoi. Mais j'imagine que vous avez des Oui, données non, comme ça, oui, Diane. on a des données, en tout cas pour les agrocarburants, je peux déjà transmettre des graphiques qui montrent les valeurs moyennes d'émissions de gaz à effet de serre de chaque agrocarburant, en moyenne par rapport aux carburants fossiles. Ouais, ça c'est à la Ça, on l'a consommation, par du coup. En fait, c'est par rapport aux politiques européennes, donc c'est l'impact européen Ouais, de chaque type ouais, d'agrocarburant. ouais. Parce que. Pour la biomasse, Pardon, vas-y, vas-y. pour la biomasse solide, là, je peux demander à BirdLife, qui est plus expert sur cette question, et voir s'ils n'ont pas également peut-être un tableau déjà prêt pour ces questions-là. Ouais, parce que j'imagine qu'eux aussi ils sont confrontés à, tu vois, plutôt le côté, pas le côté produit final et vraiment lié à la consommation massive en Europe des véhicules, mais plutôt il y a une centrale qui ouvre dans mon territoire, il prétend qu'il va y mettre tel ou tel type de biomasse, ou de, pas biomasse d'ailleurs, de charbon ou de pétrole, et il prétend que c'est vertueux d'un point de vue environnemental, mais et du coup d'avoir des chiffres pour contrer un peu ça, quoi. J'imagine que c'est aussi tout le dilemme autour de la MED et Total qui dit quand il va utiliser des huiles usagées, qui est parfaitement vertueux pour l'environnement, mais voilà, savoir quoi répondre à ça. Ou qui va Oui, non, c'est importer clair. des huiles usagées de l'autre bout de l'Europe pour remplir la MED en disant c'est durable. Enfin, ouais. Oui, non, puis il faut aussi faire attention à ce que l'industrie dit. Et je pense qu'un des gros problèmes qui a été souligné dans différentes réunions, c'est que l'industrie dit toujours qu'ils utilisent les meilleures choses, c'est-à-dire les résidus et les déchets. Ils vont jamais dire qu'ils utilisent le reste. Donc, c'est déjà un premier travail d'accès à l'information sur ce qu'ils vont vraiment utiliser. Dans le cadre de la MED et de Total, on sait très bien qu'une grosse partie, ce sera aussi l'huile de palme, même si officiellement, c'est pas ça. Et donc, c'est toujours arriver à avoir l'information qui est la bonne, en fait, qui est déjà la première étape. Ensuite, c'est vrai que c'est toujours un problème local et après, c'est difficile d'extrapoler, d'utiliser des chiffres globaux européens, mais après, je pense que c'est bien de justement donner cette perspective européenne et peut-être aussi d'utiliser d'autres exemples qui se passent dans d'autres pays. Par exemple, il y a le problème de la France, mais il y a pas mal d'exemples qui sont présents au Royaume-Uni avec Axe qui utilise vraiment une voie qui vient des États-Unis, ou la Roumanie, il y a de la déforestation illégale. Tout ça, vous pouvez aussi regarder sur le site internet que j'ai mentionné. Il y a différents exemples européens qui peuvent peut-être vous aider pour dire bon, bah, ok, on a ce projet-là qui est en train de se développer au niveau local. Si on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays, on sait très bien qu'on ne peut pas aller dans la bonne direction. Donc voilà. Utiliser d'autres exemples européens, ça peut permettre aussi de montrer aux gens que ça ne va pas forcément être quelque chose de Ouais. tout. Ok, merci beaucoup Laura. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire pour conclure ta présentation. C'est le film, on n'a pas parlé, je crois, le film qu'on a vu à Bruxelles. Mince, le nom m'échappe. Burning Issue. Ah oui, voilà, voilà, c'est ça. The Merci, Burning Issue. qui du coup fait un panorama de quelques exemples, quelques mauvais exemples européens autour de la biomasse.
Donc pareil, c'est un film qui est bien fait, qui est joli, qui est bien produit. Donc du coup, c'est un outil de communication qui peut être utilisé pour créer un débat derrière, quoi, qui est assez chouette pour ça. Et donc, voilà, je vais devoir quitter ce call de toute façon juste après. Mais si jamais vous avez d'autres questions ou aussi des idées pour les ONG européennes pour qu'on puisse vous donner des informations plus utiles, n'hésitez pas à envoyer un email à Cyrielle ou à moi directement. Ok, merci beaucoup Laura. Et puis à bientôt. Oui, à bientôt. Du coup, Gino, je t'invite à connecter ta webcam et ton micro. Et moi, pendant ce temps-là, je vais faire le changement de PowerPoint. Et sans transition, je te laisse dire un mot de présentation et faire ta présentation. On est pile dans les temps, donc tu as jusqu'à 15h20 pour faire ta présentation et ensuite on aura à nouveau un temps de questions-réponses. C'est à toi, Gino. Ok, merci. Donc moi je vais vous présenter les résultats d'un papier de recherche que je suis en train de rédiger. Donc je viens juste de terminer ma thèse à Nantes, à l'université de Nantes, qui traitait du développement des biocarburants issus des microalgues. Et dans ce cadre de thèse, j'avais développé une méthodologie qui permettait de faire le lien entre l'analyse de cycle de vie, la co-construction avec les parties prenantes des politiques publiques et le soutien à la décision. Donc à partir de ce modèle-là, j'en ai fait une déclinaison après avoir vu la proposition de réduire la part des biocarburants conventionnels à 3,8%. J'en profite pour vous dire que je travaille aussi en anglais, et que je vais souvent dire biocarburant au lieu de agrocarburant. Il faut pas le voir comme un choix sémantique, c'est vraiment la traduction de biofuels vers biocarburant, mais il faut pas le voir autrement. Donc à partir de cette méthodologie, donc j'ai décidé de voir quel serait l'impact sur le tissu français, le tissu économique français, à l'horizon 2030, de mettre un tel plafond pour les biocarburants conventionnels. Donc on passe à la diapo suivante. Alors, pour faire ce travail de co-construction, j'ai travaillé avec un certain nombre d'acteurs français des biocarburants. Avant toute chose, je précise que tout ce que je vais dire aujourd'hui ne sera en aucun cas la position d'un de ces acteurs-là. Je les remercie quand même d'avoir participé dans ce travail de co-construction, mais je ne veux pas avoir la prétention de parler pour l'un d'entre eux. L'idée, c'était quand même vraiment de partir vers le bas. Quels sont vos objectifs, et comme ça je peux définir quels seront les impacts sur chacun des groupes de parties prenantes dans la filière des biocarburants. Donc ce travail de co-construction, il consiste en quoi? Donc tout d'abord, il consiste à voir avec les parties prenantes elles-mêmes quelles parties prenantes sont considérées dans le modèle, c'est-à-dire qui est affecté ou peut être affecté par une politique de biocarburant. Donc ça, chacun a donné son opinion à ce niveau-là pour que je puisse savoir qui je vais pouvoir inclure dans ma méthodologie. On a identifié quels biocarburants étaient encore crédibles à l'horizon 2030 pour savoir quels biocarburants on allait pouvoir utiliser et donc définir l'impact sur le cycle de vie de ces biocarburants, définir quels scénarios on peut faire, identifier, comme je vous ai dit, les critères et les objectifs de chacun d'entre eux, afin de pouvoir évaluer l'impact des scénarios qu'on aura construits sur chacune des parties prenantes. Et à partir de ça, on pourra définir une politique à la fois globale, mais à la fois une politique qui pourra s'adapter aux désirs et aux priorités de chaque partie prenante pour pouvoir faire une politique qui sera cohérente d'amont en aval. Donc ça, c'était l'idée. Donc la première partie, comme je disais, c'est l'identification des parties prenantes. Donc dans la littérature scientifique et dans les dossiers administratifs, j'en avais trouvé une dizaine, et j'ai soumis cette liste aux différentes parties prenantes qui ont participé. Donc tout d'abord, les banques d'investissement, la plupart des acteurs considéraient qu'ils n'étaient pas pertinents dans le cadre de cette étude, ce qui était pour moi une grande surprise, parce qu'on sait que pour pouvoir avancer des biocarburants conventionnels aux biocarburants avancés, justement, le problème, c'est un gros manque d'investissement. Il se trouve que d'après les acteurs, il y a un manque d'intérêt cruel de la part de ces banques pour les biocarburants. C'est quelque chose que j'ai retrouvé moi-même, parce que même malgré tout, comme je ne pouvais pas savoir que ce groupe-là serait retiré avant de commencer l'étude, moi j'ai essayé de les contacter. Et même en les contactant, donc par téléphone, par mail, par les banques privées, les banques publiques, même via mon réseau professionnel, il n'y en a pas une qui a accepté de participer à l'étude.
Donc je ne sais pas ce qu'on doit en conclure, mais effectivement, ça va dans le sens, en tout cas, de ce que m'ont dit les acteurs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un manque d'intérêt de ce groupe d'acteurs-là par rapport aux biocarburants. Ensuite, donc les académiques et la recherche et développement. Ce groupe-là, en fait, dans mon modèle, va servir en tant qu'expert. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit au début, on va faire des scénarios et les évaluer. Et ce que je ne voulais pas, c'est que ce soit ceux qui donnent leurs critères et leurs objectifs qui disent en face, c'est mon biocarburant le meilleur, c'est moi qui l'évalue parce que je le connais le mieux. Donc l'idée, c'est de faire une séparation entre ceux qui donnent les données et ceux qui donnent leurs objectifs. Donc le groupe d'académiques et d'experts est un peu à part. Donc ensuite, on a les producteurs de matières premières, donc qui prennent les agriculteurs, ceux qui produisent des résidus, ceux qui produisent des déchets, etc. Tout ce qui peut servir de matière première aux biocarburants. Les producteurs de biocarburants, l'industrie du raffinage, et du bioraffinage d'ailleurs, les distributeurs de carburant. Donc ce qui est intéressant, c'est que les distributeurs de carburant, dans ma sphère scientifique, quand on demande aux experts et à la sphère scientifique, ils nous disent ben non, les distributeurs de carburant ne sont pas forcément un échelon qui est vraiment nécessaire dans ces travaux-là, parce qu'ils vendent juste les biocarburants. Et finalement, ben non, parce que tous les autres groupes d'acteurs m'ont dit attention, les distributeurs de carburant ont un rôle très central, parce qu'ils font vraiment le lien entre l'amont et l'aval de la filière, entre le producteur et le consommateur. Donc c'est vraiment un des résultats que j'ai pu avoir dans cette étape, c'est effectivement dans la recherche, souvent le distributeur est oublié. Ensuite, donc les manufacturiers automobiles, donc constructeurs automobiles, les constructeurs d'avions. Alors là, c'est pareil, j'étais assez surpris de voir que finalement, ils n'étaient pas considérés comme pertinents dans l'étude. Mais même Airbus eux-mêmes nous ont dit qu'effectivement, il était très très difficile de pouvoir introduire des biocarburants dans l'aviation, tout simplement parce qu'il n'y a aucune contrainte pour l'instant légale pour les transports aériens, et surtout que avoir des biocarburants sans subvention, c'est extrêmement compliqué. Et tant qu'on n'a pas de gouvernance internationale, toute subvention nationale sera vue comme une entrave à la libre concurrence ou comme du commerce non équitable. Donc du coup, c'est très très difficile de pouvoir introduire les biocarburants pour le secteur des transports aériens. Donc, ensuite, on a les consommateurs finaux, évidemment, les instances gouvernementales et les ONG et associations dont vous faites partie. Donc ensuite, en fait, j'ai donné une liste de biocarburants qui étaient crédibles aux différentes parties prenantes, et c'était à eux de me dire s'ils les voyaient encore produites en 2030 et si j'en avais oublié. Donc ensemble, on a co-construit une liste de possibilités de biocarburants qu'on pouvait avoir à l'horizon 2030. Donc là, sur cette première diapo, vous avez les biocarburants conventionnels. Donc pour qu'on s'entende aussi sur la notion de conventionnel et avancé, puisqu'il n'y a aucun consensus scientifique sur la vraie définition de ces termes-là. Dans mon étude, un biocarburant, il est conventionnel s'il utilise des biomasses qui peuvent être utilisées pour l'alimentation, quelle que soit sa technologie. Et inversement, si un biocarburant n'utilise pas de denrées qui sont utilisées pour l'alimentation, il sera considéré comme un biocarburant avancé. Donc ce genre de définition a un impact assez grand au niveau politique, puisque ça permet de pouvoir, entre guillemets, manipuler la façon dont on va soutenir les différentes filières de biocarburants. Donc la liste, je vais vous la faire rapidement. Donc j'ai pris l'éthanol produit à partir, enfin nous avons décidé de prendre l'éthanol produit à partir des betteraves, du blé, du maïs, des résidus viticoles, les biodiesels produits à partir du colza, du soja, donc soja importé, de l'huile de palme, et considérer donc les biodiesels conventionnels, donc les FAME et les HVO, qui sont deux technologies différentes de biocarburants. Donc dans les biocarburants avancés, on a gardé les éthanols produits à partir des résidus agricoles et forestiers, des cultures dédiées, et on a aussi pris les biocarburants issus des déchets, donc UCO, c'est des huiles usagées ou des grasses animales, et ensuite les BTL, donc les biomasses sous liquide, les biodiesels produits aussi à partir des résidus agricoles et des résidus forestiers. Une fois qu'on a eu cette liste de biocarburants, je les ai déclinés pour cette politique des 3,8% en 6 scénarios différents. Donc, en 2 grandes familles de scénarios. Le premier scénario de référence que vous devez, je pense, tous connaître est issu en fait du scénario de la vision 2030 de l'ADEME.
Donc à partir de cette vision-là, même si c'est un document qui date de 2012 ou 2014, j'ai eu un entretien avec la personne en charge des biocarburants à l'ADEME pour qu'on puisse l'actualiser après la COP21 et après les nouveaux objectifs qu'on s'est donnés en France d'atteindre non pas 10 mais 15% de biocarburants d'énergie renouvelable dans le transport en 2030. Donc c'est une version actualisée, donc les chiffres sont un peu différents. Donc l'idée c'était de se dire, donc scénario de l'ADEME décliné en 3 sous-scénarios. Donc on est sur le scénario de l'ADEME qui fait l'atteinte des objectifs dans le transport à partir des importés et des productions nationales. Donc 2 scénarios. Je mets mon plancher à 3,8% pour les biocarburants conventionnels. Donc je regarde ce qui se passe. Soit je réussis à passer aux biocarburants avancés et on est dans le scénario que j'ai appelé A Advanced, soit j'échoue, c'est-à-dire que je mets bien le plancher pour les conventionnels, mais par contre je n'arrive pas à combler l'écart avec les biocarburants avancés, donc c'est retour au pétrole pour cette partie-là. Et d'un autre sens, je suis parti vraiment à contre-pied, c'est-à-dire de me dire que on prend les capacités maximales de la France, capacité de production maximale de la France, donc qui atteindront environ 5,4 mégatep à l'horizon 2030 en prenant à la fois les conventionnels et les avancés qui sont en construction, et de se dire pareil, donc si j'optimise mes moyens de production en France et que je mets un plancher, qu'est-ce qui se passe? Soit j'arrive à passer aux 2e génération et 3e génération, ou soit j'échoue et je fais la différence avec le fossile. Donc voilà, ça c'est les 6 scénarios, donc je les reprends rapidement. Donc la référence que nous donne l'ADEME, ce qui se passe si je mets un plancher, si j'échoue ou si je réussis à faire ma transition vers les biocarburants avancés. Et la deuxième famille, je prends mes capacités de maximale production en France et qu'est-ce qui se passe si je mets mon plancher et que j'échoue ou que je réussis à passer aux biocarburants avancés. Alors, donc le second travail, c'était de pouvoir analyser quels étaient les objectifs et les critères de décision de chacune des parties prenantes. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a gardé 8 groupes de parties prenantes. Donc, comme je suis un peu serré par le temps, je vais pas forcément tout regarder en détail. En gros, donc pour les producteurs de matières premières, on a vraiment des critères qui sont vraiment tournés vers l'économie. Donc par exemple, les opportunités de marché qui représentent plus de 50% de leurs critères de décision, l'impact économique en termes de revenus nets et de création d'emplois, qui représente aussi 30%. Et enfin, une partie qui est allouée à la durabilité environnementale et au fait qu'on puisse produire nationalement de l'énergie et des protéines pour les animaux. Donc les producteurs de biocarburants, eux, ils s'inquiètent de la disponibilité de la biomasse parce qu'effectivement, ils ont besoin d'intrants pour leur usine et ça peut être bloqué, notamment sur les résidus. On ne sait pas vraiment quel sera le taux de résidus disponibles pour les biocarburants parce qu'il y a pas mal de problèmes. Il y a le taux de retour au sol des résidus, il y a la concurrence d'usage entre les différentes façons de valoriser ces résidus. Il peut aussi y avoir des problèmes d'intrants en termes de biocarburants même conventionnels, c'est-à-dire que si on commence à mettre des limites sur l'usage des sols des biocarburants, ce qu'on essaie de faire, il peut y avoir des tensions aussi sur les biocarburants conventionnels, ce qui peut être un problème pour les producteurs de biocarburants. Donc après, évidemment, il y a le point de vue marché, c'est-à-dire le chiffre d'affaires possible, donc qui est aussi dépendant du soutien de la politique européenne et française. La compétitivité des biocarburants, tout simplement parce que le producteur de biocarburants doit après pouvoir vendre son biocarburant en raffinerie pour qu'il l'intègre au carburant traditionnel, et les gaz à effet de serre. Donc je fais une petite parenthèse pour vous dire que dans les critères de décision des producteurs de biocarburants et des producteurs de matières premières, on ne prend pas en compte l'ILUC, c'est-à-dire le changement d'affectation des sols indirects. Tout simplement car ces deux parties prenantes considèrent que en France il n'y a pas d'ILUC, tout simplement parce que les biocarburants et les matières premières des biocarburants sont produits à partir de terres gelées qui avaient été décidées dans une politique précédente de la Commission européenne. Donc c'est leur point de vue. Ensuite, la raffinerie, elle va aussi s'inquiéter beaucoup de l'économie, c'est-à-dire les coûts d'incorporation. Donc, il faut savoir que l'industrie de la raffinerie est en crise et qu'elle ferme les unes après les autres. Donc, le coût d'incorporation des biocarburants, pour eux, c'est quelque chose de non négligeable. Ça représente 50% de leur décision. La compétitivité des biocarburants, bien évidemment, eux aussi, puisque une fois qu'ils ont intégré leurs biocarburants dans leur carburant conventionnel, il faut eux aussi qu'ils trouvent des débouchés et qu'ils puissent vendre ces carburants finaux aux distributeurs qui, rappelons-le, n'ont aucune obligation d'acheter leur carburant aux raffineries françaises.
Et ce qui est intéressant aussi du point de vue des raffineurs, c'est qu'ils sont quand même assez inquiets de l'ILUC, donc du CASI, changement d'affectation des sols, puisque ils se disent que si la politique commence à intégrer l'ILUC dans les comptages de gaz à effet de serre, il y a un risque de devoir augmenter les taux d'incorporation des biocarburants. Et pour eux, augmenter les taux d'incorporation des biocarburants, ça veut dire augmenter leurs coûts. Donc du coup, l'ILUC, comparé aux deux autres que je vous ai présentés avant, est un critère de décision. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, donc les distributeurs, les consommateurs et les constructeurs automobiles. Donc pour les distributeurs, important d'avoir un biocarburant compétitif, tout simplement parce que le carburant est un produit d'appel. Donc pour eux, il est extrêmement important d'avoir un carburant qui soit très compétitif pour attirer les clients chez eux. Donc du coup, ils considèrent que le marché français est l'un des plus compétitifs d'Europe et qu'au centime près, le consommateur peut choisir d'aller ailleurs. Et donc, ça représente un manque à gagner potentiellement considérable. Les coûts d'incorporation, parce que eux aussi, ça leur coûte de pouvoir avoir différents offres de biocarburants, notamment ils souhaiteraient pouvoir homogénéiser au niveau européen les différents taux de mélange des biocarburants. Je dis ça notamment par rapport à la proposition française de passer le taux de blending des biodiesels de 7 à 8%, qui entraîne pas mal de problèmes en termes de logistique et aussi en termes de garantie des moteurs au niveau des constructeurs, donc qui inquiète les distributeurs, car aussi ils ont peur des attaques en justice des consommateurs à cause de mauvais carburants mis dans les moteurs. Ensuite, donc la sécurité d'approvisionnement, tout simplement parce que si le distributeur ne peut pas mettre la quantité nécessaire de biocarburant dans ses carburants, il aura la TGAP à payer, une taxe qui lui impose de mettre un certain nombre de volumes de biocarburant dans ses carburants. Et ensuite, l'image des biocarburants qu'ont les consommateurs. Donc, du coup, je passe directement sur les consommateurs qui, effectivement, ont une image on va dire une demande pour les biocarburants qui dépend à la fois forcément du prix, là c'est à hauteur de 65%, c'est-à-dire que majoritairement le consommateur va regarder le prix du carburant. Cependant, il y a quand même une partie qui est vraiment centrée sur le côté durable du biocarburant. Donc ce côté, il est divisé en plusieurs sous-critères qui vont être la consommation d'énergie renouvelable, les émissions de gaz à effet de serre, ILUC compris, le fait de réduire la dépendance au pétrole en termes de facture énergétique, l'amélioration de la qualité de l'air et enfin la compatibilité technique entre les biocarburants et les moteurs. Ensuite, donc les constructeurs automobiles, eux, vont se centrer évidemment sur la demande de marché, qui à la fois revient à ce que j'ai dit avant, dépend de l'image qu'ont les consommateurs des biocarburants et de la compétitivité des biocarburants. La compatibilité technique, parce qu'un constructeur automobile ne peut pas non plus toujours s'adapter aux différents blendings aussi vite que la politique propose de les changer. Donc ça, c'est quelque chose de très problématique pour eux. Et aussi l'atteinte des exigences en termes de pollution de l'air que les constructeurs ont. Et pour finir avec les deux derniers groupes de parties prenantes, donc on a le gouvernement qui concentre un certain nombre de différents critères d'autres parties prenantes, donc qui va se concentrer sur la durabilité environnementale, qui concentre donc les émissions de gaz à effet de serre, ILUC compris, et les émissions de polluants pour l'air. Une partie vraiment socio-économique qui va s'intéresser à la création d'emplois, et avec deux critères qui sont un peu diamétralement opposés, l'impact sur le budget et la précarité énergétique. Sachant que selon le système de taxes qu'on met en place, soit on décide de financer les biocarburants pour éviter la précarité énergétique, soit on ne le fait pas, et finalement, soit on perd en précarité énergétique, soit on perd au niveau du budget. Donc c'est un jeu à voir sur entre ces deux critères. Ensuite, on a donc l'impact sur le marché alimentaire et sur la sécurité alimentaire. Donc dans ces critères-là, on va mettre l'usage des sols, le phénomène de land grabbing et la concurrence non équitable avec les pays du Sud. C'est-à-dire, si je subventionne ma biomasse en Europe, ça veut dire que indirectement, c'est une atteinte aux pays du Sud qui risquent de se retrouver moins compétitifs avec leurs moyens de production que l'importation de produits européens subventionnés. Ensuite, il y a les critères de production nationale qui reprend effectivement la production d'énergie renouvelable sur le territoire et la production de protéines pour les bêtes sur le territoire. Ensuite, donc, je détaille un peu plus dans les ONG ceux qui ont pris part à cette étude. Donc, il y a eu la FNE,
il y a eu Énergie 2050 et la Fondation pour l'Homme. Donc les critères que j'ai pu donner pour les ONG, donc on a une forte préférence pour les impacts sur la sécurité alimentaire, donc ça c'est un des critères les plus importants avec plus de 60%, donc qui reprend ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire l'usage des sols, le phénomène de land grabbing et la compétition équitable avec les acteurs du Sud. Donc je reprends le phénomène de land grabbing au cas où vous ne le connaissez pas, donc en français donc l'accaparement des sols, qui consiste en fait à aller acheter des terres arables dans les pays en développement ou ailleurs d'ailleurs, pour assouvir ses besoins. Donc par exemple, si l'Inde, comme c'est un des cas, l'Inde achète des terres en Afrique pour produire de la biomasse pour son énergie ou pour son alimentation, pour ses fins. Ensuite, on a parlé d'une hiérarchie de l'usage de la matière première, c'est-à-dire que on s'est dit qu'il fallait avoir le cycle de vie d'un produit le plus long possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire culture énergétique, énergie. On va d'abord faire de la biomasse, après on va la manger. S'il y a des déchets, on peut éventuellement les méthaniser, faire du compost et faire de la cogénération. Et ensuite, si jamais on n'a pas le choix et qu'on ne peut pas recycler les produits pour faire un autre produit biosourcé, là, on peut commencer à parler d'énergie, mais pas avant. Et ensuite, donc, la durabilité environnementale qui va reprendre donc les gaz à effet de serre, l'ILUC, l'eutrophication des sols et l'empreinte de consommation d'eau. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, c'est un détail méthodologique. Donc en fait, pour pouvoir évaluer la capacité des scénarios et leur impact sur les différentes parties prenantes, plutôt que de dire j'utilise une valeur, notamment par exemple je vais prendre les gaz à effet de serre, plutôt que de dire mon biocarburant me permet de réduire de 30% les gaz à effet de serre par rapport aux fossiles, on se dit attention, horizon 2030, il y a beaucoup d'incertitudes, au lieu d'utiliser une valeur fixe, on va dire on va prendre une fenêtre. Donc en fait l'idée c'était de se dire pour chaque couple de biocarburants et de critères, se dire il y a un côté pessimiste, ça se trouve ça sera que de 20%, qu'on va réduire les gaz à effet de serre. Un côté optimiste, s'il y a une rupture technologique, on peut monter à 40, mais finalement, le plus probable, c'est qu'on soit à 30. Donc du coup, ça permet de prendre en compte dans l'évaluation l'énorme masse d'incertitudes qu'il peut y avoir sur l'ensemble des critères que je viens de vous définir, notamment sur l'ILUC, où les acteurs sont vraiment pas du tout d'accord sur la valeur de l'ILUC pour les différentes options de biocarburants, où là donc on peut faire le grand écart et voir justement comment en bougeant le curseur de l'ILUC ça va changer l'impact sur les différentes parties prenantes. Donc là en fait je vous donne les résultats, donc je vous explique rapidement le graphique, vous pouvez retrouver les différents scénarios en couleur. Donc les trois premiers scénarios en rouge, orange et jaune correspondent au scénario de l'ADEME, c'est-à-dire le premier scénario de référence de l'ADEME, ce qui se passe si je mets un plancher et que j'échoue à faire ma transition vers les biocarburants avancés, et scénario jaune, scénario ADEME, mais je réussis ma transition vers les avancés. Les nuances de bleu, c'est je maximise ma production française de biocarburants, je mets un plancher de 3,8% pour mes conventionnels, j'échoue, premier scénario, je réussis à passer au biocarburant avancé, deuxième scénario, donc bleu foncé. Donc je vous donne aussi quelques chiffres clés sur le côté à chaque fois, donc il y a énormément d'informations, donc j'ai pas pu tout mettre, sinon ça aurait été complètement illisible, donc ça vous donne une idée. Donc par exemple, pour là on est sur les producteurs de matières premières, donc le scénario qui est préféré, ça va être de produire dans les maximums de production de la France. Donc ce qui permettrait par exemple de générer 22 400 emplois ruraux, d'avoir une production de tourteaux et de drèches de 5 mégatonnes et une indépendance énergétique de 3,35 mégathèmes. Donc l'indépendance énergétique prend bien en compte le fait que quand on produise des biocarburants, on utilise aussi des carburants fossiles. Évidemment, ces carburants fossiles ont déjà été soustraits dans les chiffres que je vous donne. Donc voilà, donc pour les agriculteurs, on se rend compte que, enfin les agriculteurs, pardon, les producteurs de matières premières, optimiser les productions françaises est beaucoup plus intéressant pour eux. Donc sur ces boîtes à moustaches que vous voyez, en gros, la variance du score du scénario correspond à l'incertitude. Ce qui veut dire que quand vous avez des chevauchements entre deux scénarios,
entre deux boîtes à moustaches, c'est-à-dire que selon l'incertitude, vous risquez de faire une erreur dans votre décision publique. C'est-à-dire que finalement, vous pensiez que les biocarburants allaient réduire de 30%, finalement, on se retrouve que à 20. Donc finalement, si c'est que à 20, il risque d'y avoir une modification dans les rapports de priorité entre les critères. Donc du coup, si ça se chevauche, ça veut dire que vous pouvez faire une erreur quand vous prenez votre décision. Si ça se chevauche pas, ça veut dire que dans tous les cas, le scénario qui est décrit ne sera jamais impacté par l'incertitude. Donc ça, c'est pour les agriculteurs, pour les producteurs de matières premières, pardon. Le deuxième scénario, le mieux pour ces groupes de parties prenantes, ça sera de réussir la transition énergétique vers les biocarburants avancés. Même si c'est pas le meilleur scénario pour eux, c'est quand même un bon scénario. Par contre, si vous voyez le scénario jaune, il y a le scénario où en gros on réussit bien la transition vers les biocarburants avancés, mais par contre il y a énormément d'importations. Donc dans ce cadre-là, on a un manque à gagner du côté des producteurs de matières premières, donc ça marche pas non plus. Donc je suis désolé, je peux pas rentrer trop dans le détail, sinon j'aurai pas le temps de tout vous faire. Ensuite, c'est les producteurs de biocarburants. Donc les producteurs de biocarburants, sans surprise, évidemment, eux aussi préféraient qu'on maximise la production française de biocarburants. Cependant, par exemple, on voit une différence avec les producteurs de matières premières, c'est que pour eux, si on arrive à passer aux biocarburants avancés, finalement, qu'on importe la matière première ou qu'on la prenne nationalement, pour eux, ça change pas grand-chose. À partir du moment où ce qu'on importe, c'est la matière première, par exemple l'huile de palme, et pas le biocarburant fini, pour eux, il n'y a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que ce soit eux qui produisent le biocarburant. Donc, premier scénario, ils préfèrent qu'on maximise les capacités de production françaises, et si je mets le plancher pour les biocarburants conventionnels et que je passe aux avancés, peu importe si j'importe ma matière première ou si je prends ma production locale. Sauf, évidemment, comme je vous dis, si on importe le biocarburant en complet, là, forcément, c'est un manque à gagner, donc c'est un scénario qui ne les convient pas du tout. Les raffineries. Donc, les raffineries, comme je vous l'ai dit, pour eux, les biocarburants, c'est un coût. Donc, forcément, si on met une limite de 3,8% sur les biocarburants conventionnels, pour eux, c'est une bonne chose, puisque soit on échoue, et dans ce cas-là, on reste sur des carburants fossiles, et eux, ça change rien, c'est-à-dire que même ils économisent parce qu'ils auront moins de coûts de production pour faire leur biocarburant, soit on met des biocarburants avancés qui ont l'avantage, notamment pour la plupart, d'être des drop-in, surtout pour les diesels, les biodiesels. Donc un drop-in, c'est un biocarburant qui est fongible avec le pétrole. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de limite, de se dire je le mets à 5-6%. C'est un biocarburant qui permet d'être mélangé directement parce qu'il est assimilé à un carburant fossile. Donc ça permet de baisser les coûts de production et les coûts logistiques. Donc pour eux, c'est sûr que mettre un plancher à 3,8%, c'est une bonne chose, dans tous les cas. Après, là, comme je vous ai dit, pour eux, ça pourrait aussi être une bonne solution enfin, pas d'échouer, ce ne sera pas une bonne solution, mais si on échouait à mettre les biocarburants, ça pourrait éventuellement les avantager si jamais on enlevait la TGAP. Mais si on laisse la TGAP, pour eux, c'est plus intéressant de mettre des biocarburants avancés plutôt que de devoir payer la TGAP qui est vraiment extrêmement chère. Donc les distributeurs qui sont assez proches dans la philosophie des raffineurs, c'est-à-dire que pour eux, pouvoir mettre des biocarburants avancés qui sont beaucoup plus fongibles avec l'essence et le diesel, c'est beaucoup plus facile pour eux parce que ça veut dire éviter de rajouter des pompes différentes, ça veut dire éviter d'acheter des nouveaux réservoirs pour pouvoir mettre les nouveaux carburants. Donc comme on gagne en coût en logistique, on va avoir beaucoup plus d'intérêt pour les biocarburants avancés que pour les biocarburants conventionnels, bien évidemment. Et toujours la même histoire pour la TGAP. Si on garde la TGAP, elle est tellement prohibitive qu'on préfère mettre des biocarburants avancés plutôt que de devoir laisser du carburant fossile. Inversement, si on enlève la TGAP, le distributeur sera beaucoup plus avantagé de ne pas avoir à mettre des biocarburants dans son offre. Je détaille pas forcément tous les chiffres, mais je vous les laisse bien affichés, comme ça, si jamais vous voulez en parler après pour les questions, ils seront visibles. Ensuite, donc pour les consommateurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont beaucoup d'intérêts qui sont économiques, les consommateurs. Malgré tout, même si les biocarburants importés sont moins chers que les biocarburants qui sont produits nationalement, ce qui ressort, c'est que les biocarburants qui sont produits
nationalement, c'est-à-dire en bleu, ressortent beaucoup plus pour le consommateur, ce qui peut paraître bizarre au premier regard. C'est-à-dire que le consommateur préfère qu'on ait une grosse production nationale en premier ou qu'on réussisse la transition énergétique en second. Tout simplement parce que le système de taxes sur les carburants est tellement important qu'une fois qu'on met des biocarburants dans un carburant, le système de taxes va limiter la différence de compétitivité des biocarburants qui finalement ne représentera pas grand-chose une fois qu'on aura mis la TICPE, la TGAP, la TVA. Même avec les exonérations, les petites exonérations qu'il y a sur le prix du carburant, finalement, les différences de compétitivité entre biocarburants seront infimes. Par contre, en termes de durabilité, sur leurs critères de l'image des biocarburants des consommateurs, là, il va y avoir une différence. Donc, c'est pour ça que ça fait ressortir et que ça met en avant les productions locales et les biocarburants avancés. Ensuite, donc on a les constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles, eux, ils sont dans une problématique qui est vraiment très spécifique, c'est-à-dire que pour eux, c'est pas avantageux les biocarburants, dans le sens où quand on comptabilise les objectifs de gaz à effet de serre, pour eux, on les comptabilise du moteur à la roue. Ce qui veut dire que quand ils autorisent entre guillemets un moteur à avoir un taux de biocarburant plus élevé, le gain en termes de gaz à effet de serre sera alloué à l'amont de la filière et non pas à eux. Ce qui veut dire qu'ils n'ont aucun intérêt à payer plus cher pour des moteurs qui soient adaptés aux biocarburants, alors que finalement, ça leur coûte pas cher. Par exemple, les acteurs avec qui j'ai discuté m'ont dit les moteurs flex fuel qui permettent de mettre des taux d'éthanol jusqu'à 85%, ça nous coûterait à peu près 100 € par voiture. On ne le fait pas tout simplement parce que les consommateurs n'en veulent pas et que de toute façon, au niveau de la politique européenne, ça ne nous aide pas à atteindre nos objectifs de gaz à effet de serre puisqu'ils sont réduits à l'efficience du moteur. Donc du coup, eux, ils sont vraiment dans une problématique où la politique des biocarburants ne correspond pas du tout à ce qui correspond et n'est pas du tout incitative pour eux. Donc ce qui les aide par contre, c'est qu'on est sur une amélioration pour certains critères de la qualité de l'air et de la régulation des émissions de polluants. Et donc dans ce cas-là, selon le polluant qui est émis, donc là je vous ai mis la liste des 4 qui sont pris en compte dans l'étude, certains sont favorisés grâce aux biocarburants avancés, notamment les NOx et les HC sont réduits grâce aux biocarburants avancés, ce qui donne un avantage aux biocarburants avancés. Par contre, pour les particules, il vaut mieux utiliser des biocarburants conventionnels. Mais à l'échelle donc agrégée, forcément, les constructeurs automobiles vont préférer avoir des biocarburants de deuxième génération, notamment donc le scénario qu'ils préfèrent, c'est réussir la transition énergétique et avoir un plancher de 3,8%, tout simplement parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des drop-in, donc c'est des biocarburants qui sont fongibles avec l'essence, ce qui veut dire que eux, ils peuvent vendre leurs voitures qui sont toujours les mêmes, sans pour autant avoir à investir pour développer des moteurs qui soient plus friendly avec les biocarburants. Ensuite, donc le gouvernement qui lui c'est pareil, on voit qu'il n'y a pas d'incertitude, hein, c'est-à-dire que dans tous les cas, lui ce qu'il veut c'est réussir la transition énergétique vers les biocarburants de seconde génération. Alors ce que je dirais là, c'est que il faudrait pouvoir aussi s'en donner les moyens, parce que pour l'instant il n'y a pas vraiment de signal de long terme de la part des gouvernements français et européens pour aller vers les biocarburants avancés. Donc je rebondis sur la présentation qui a eu juste avant moi. Les 0,5% que représentent les biocarburants avancés dans la politique européenne sont déjà saturés par ceux qu'on sait produire avec les déchets d'huile usagée ou de graisse animale. Ce qui donne en fait aucun signal positif pour pouvoir développer les biocarburants avancés, sachant les investissements nécessaires. Je fais quand même une petite parenthèse parce que c'est une donnée qui peut vous intéresser parce qu'elle fait partie de vos critères de décision. Donc, dans mes différents scénarios, si on maximise les capacités de production françaises, donc autant avancées que conventionnelles, on aurait un impact sur les sols de 2,17 millions d'hectares. Alors que si on réussit la transition énergétique, c'est-à-dire plancher de 3,8 pour les biocarburants conventionnels et qu'on réussit à aller vers les biocarburants avancés, ça nous permet de réduire cet impact à 0,67 millions d'hectares.
Donc enfin, et là du coup vous pourrez me dire dans vos questions si j'ai bien cerné la position des ONG. Donc pour la position des ONG, le meilleur scénario reste de ne pas faire appel ni aux importations et non plus ne pas avoir un seuil de 3,8% parce que c'est pas suffisant. Pour les ONG, il faudrait un seuil qui soit largement inférieur à 3,8% parce que c'est trop. Cependant, malgré tout, le deuxième scénario le plus recommandé, en tout cas par rapport aux critères de sélection des ONG, c'est quand même d'aller vers cette transition énergétique et de la réussir. Donc c'est un peu ce que j'ai pu entendre tout à l'heure, donc ça me rassure quand même dans mes chiffres. Ensuite, et ce sera ma dernière diapositive parce que je vois que je vais exploser les compteurs. Donc l'idée de ma modélisation, c'est pas du tout de dire il faut faire ci, il faut faire ça parce que c'est mieux. Donc là en fait, je vous donne une vision agrégée qui va prendre l'ensemble de la chaîne de valeur que je viens de décrire et les agréger tous ensemble pour avoir une vision globale. Cette vision globale n'est en aucun cas un scénario optimal. C'est juste une agrégation qui nous permet d'avoir, je dirais, de quoi discuter. Donc là, si on agrège ces différents résultats que je vous ai donnés, le scénario qui serait le plus optimal pour la France, ce serait de développer les biocarburants avancés, de mettre le plancher à 3,8, mais de réussir cette transition énergétique. Et c'est là qu'on a le moins de perdants sur le tissu français. Le deuxième scénario, le mieux, c'est d'optimiser la production française de biocarburants conventionnels. Tout simplement parce que du point de vue global, il vaut mieux faire une production nationale française à son maximum plutôt que de faire appel à l'importation de matières premières comme l'huile de palme ou l'huile de soja. Alors encore une fois, comme je vous dis, c'est pas du tout un classement, je dirais, absolu. Donc en fait, ce classement-là, je l'ai réalisé mathématiquement en considérant que chaque partie prenante que j'ai pris dans le modèle avait un poids équivalent dans la décision. C'est totalement discutable et on peut faire autrement. Donc notamment, j'ai essayé aussi d'autres agrégations, c'est-à-dire pondérer entre les intérêts privés, intérêts publics et société civile. Parce qu'on se rend compte dans mon modèle qu'il y a beaucoup plus d'acteurs privés que d'acteurs de la société civile ou d'acteurs publics. Donc du coup, quand on fait ça, on donne un tiers aux compagnies privées dans le choix de la décision, un tiers pour la société civile où j'ai mis les ONG et les consommateurs, et un tiers pour les intérêts publics, le gouvernement. Il y a aussi d'autres façons de voir. Je pourrais pondérer 30% de critères économiques, un tiers critères économiques, un tiers critères sociaux, un tiers critères environnementaux. Il y a d'autres modèles scientifiques où ils disent on demande aux parties prenantes eux-mêmes de donner un poids dans la décision aux autres acteurs. J'ai un peu plus de mal avec ça. Donc l'idée vraiment de ces graphiques-là, c'est de se donner une représentation et une base de discussion. C'est pas du tout fait pour dire ce scénario est le meilleur parce que quand on agrège, on arrive là-dessus. Non, c'est vraiment une base de discussion. Après, le modèle, il sert à dire si jamais je mets un scénario en place, comment je dois faire pour le mettre en place et qui je dois prendre en compte, notamment les acteurs qui sont les plus lésés, faire des politiques supplémentaires pour faire qu'un scénario qui finalement n'était pas adéquat pour eux, finalement, leur donner des compensations pour que ça le devienne, pour qu'en fait on ait une cohérence vraiment d'amont en aval sur la politique des biocarburants pour éviter que ça bloque et que finalement, quoi qu'on essaie de mettre en place, ça ne marche pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de cohérence d'amont en aval. Donc c'est vraiment le but final de la méthodologie. Et après, rien n'est fixé, c'est-à-dire que on est vraiment sur un processus de co-construction. Donc l'idée, c'est que si, par exemple, en discutant avec certaines parties prenantes, on voit que mon modèle ne correspond pas bien à ce qu'ils pensent, eh ben on va changer, parce que du coup, ça correspond pas bien à ce qu'ils pensent. Donc l'idée, c'est vraiment de faire de la co-construction, et au lieu de partir d'en haut, où c'est la commission qui dit fait comme ça, là, on est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on se met tous ensemble sur des bases où chacun a son mot à dire et chacun a sa perspective. Et à partir de là, c'est le bas, je dirais, c'est le terrain qui va dire, nous, si on veut mettre quelque chose en place de durable, il va falloir le faire comme ça. Et là, du coup, on va du bas vers le haut. Donc voilà, c'est vraiment l'idée. Donc je vous laisse me poser vos questions. Je suppose qu'il doit y en avoir plusieurs. Et je vous remercie beaucoup aussi pour votre attention.
beaucoup de comme présentation avec beaucoup de contenu. Je pouvais pas tout décrire. On a dit la moitié de tout ce qu'on peut dire dessus. Alors moi j'ai noté plusieurs questions. J'ai noté plusieurs questions. La première, c'est est-ce que Oui. tu peux revenir sur un des graphiques que tu as montré? Moi, c'était une question plutôt de compréhension de ce graphique. Sur le côté, tu as une échelle de performance. Alors oui, en fait, c'est vrai que je l'ai pas précisé. Quand on mélange entre guillemets des choux et des carottes, c'est compliqué d'avoir une performance. Donc du coup, dans l'analyse multicritère, qui est un des outils que j'ai utilisé, on va normaliser l'ensemble des données. Et donc du coup, en fait, l'échelle va de 0 à 1, avec 0 étant cette alternative ou ce biocarburant ou ce scénario ne correspond pas du tout à mes objectifs, à 1, ce scénario correspond pleinement à mes objectifs. Donc plus vous êtes haut, c'est vrai que j'aurais dû le dire, je suis désolé, plus vous êtes haut sur l'échelle, plus ça veut dire que le scénario correspond à vos attentes. D'accord, c'est ce que j'avais compris. Ça se comprenait quand tu l'expliquais. Après, derrière, Oui. je voulais te parler un peu du choix des acteurs que tu avais interviewés. Je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir tout ce panel d'acteurs que tu nous présentes. Et ça explique parfois, et les graphiques que tu mets en avant et les choix que tu as mis en avant, que les personnes font dans les scénarios, mettent en avant des situations que nous, on voit au milieu, dans certains projets. Hein. Quand tu vois par exemple un projet comme la MED, dont on a déjà parlé ensemble, qui est poussé par Total, et que tu vois l'analyse que tu fais des personnes qui sont plus dans la raffinerie, qui s'en foutent en fait d'importer des produits, on comprend pourquoi la MED est en train d'être mise en place, par qui elle est mise en place et quelle est la stratégie qu'il y a derrière. Je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que ce travail-là, pour nous, il est vraiment intéressant. Après, la question que je me pose, c'est comment tu as fait pour choisir les acteurs que tu avais interviewés? Par exemple, les 3 ONG que tu as interviewés, il y avait moi de FNE, il y avait Énergie 2050 et j'ai même perdu le nom de la 3e. Et je me suis dit, c'est pas les seuls ONG qui travaillent sur les agrocarbes, c'est même pas les plus actives. Alors les choix, ils ont été faits d'une manière assez simple, c'est-à-dire que tout d'abord, j'ai développé mon réseau professionnel sur les biocarburants, parce qu'avant de commencer ma thèse, j'étais pas du tout sur les biocarburants, j'étais sur les énergies marines renouvelables, donc éolien offshore et pilote, voilà. Donc il a fallu que je développe tout un réseau. Et disons qu'il y a des acteurs qui étaient plus à même à répondre que d'autres, plus facilement identifiables. Et j'ai aussi construit mon modèle au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand je voyais un acteur, par exemple des ONG, je lui demandais, à votre avis, qui est-ce que je dois aller interroger? Et donc du coup, il me donnait une liste, pas forcément que des ONG, d'ailleurs, il pouvait me dire, je connais tel producteur de biocarburant, et ainsi de suite. Et en fait, le réseau s'est auto-construit autour de ça. Après, j'ai cherché des données sur Internet, hein, tout simplement, pour savoir qui était identifié comme des gens compétents sur la question. Quels que soient les groupes de parties prenantes, il y a des gens que j'ai interrogés, que j'ai dû retirer de mon panel, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas vraiment les connaissances. J'ai eu des mauvaises surprises, qu'ils n'avaient pas du tout les connaissances requises. Je t'avais déjà expliqué, mais je le redis pour ceux qui nous écoutent, des gens qui critiquaient ouvertement les biocarburants, ce que je peux comprendre, qui finalement, une fois qu'on les a au téléphone, nous disent « Désolé, je ne connais rien à la thématique ». Et ce qui est dommage, ces gens-là décrédibilisent pas mal le mouvement des associations et des ONG, parce que j'ai pu aussi avoir des retours de la part d'industriels qui me disaient, nous, des fois, on parle avec des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Bon, je suppose que c'est pareil pour tous les groupes, hein. Il y a de tout et de n'importe quoi, mais c'est vrai que l'identification des parties prenantes, par exemple, c'est vrai qu'avant d'avoir la FNE, que je trouve a été vraiment d'une richesse dans la discussion, c'était plus compliqué de trouver des intervenants. Je vois que dans ceux qui écoutent, il y avait quelqu'un de la WWF, il y avait plusieurs personnes qui m'avaient donné un contact à la WWF, je l'ai contacté par téléphone, par mail, j'ai jamais eu de réponse. Donc des fois aussi l'écrémage se fait tout simplement parce que les gens ne veulent pas participer. Après, je vous avouerai que j'ai eu une ouverture vraiment totale de la part des industriels, ce que je m'y attendais pas.
Je m'y attendais vraiment, vraiment pas. Et finalement, tout le monde a joué le jeu. Comme je vous l'ai dit au début, les seuls qui n'ont pas joué le jeu, c'est les banques. Et j'ai arrêté de développer le panel avec des gens avec qui je travaillais quand on comprend en faisant d'autres interviews qu'on tourne en rond en fait. Et quand on tourne en rond, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a bien cerné les problématiques de tout un chacun. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Je sais pas si je réponds bien à la question. Tout à fait, tout à fait. Je trouve. Ouais, tout à fait. L'autre question, là, c'est une question un peu plus précise. Quand tu nous as un peu décrit les différents enjeux qui étaient mis en avant par les acteurs que tu avais interviewés, il y a un seul Oui. moment, tu as parlé de hiérarchie des usages, c'est au moment où on était où tu parlais des ONG. Nous, actuellement, en tant qu'ONG au niveau national, on se heurte très violemment justement sur une opposition très très forte à cette hiérarchie des usages par rapport à la plupart des acteurs des différentes filières des bioénergies. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment entendu que de la part des ONG ou est-ce que tu l'as un peu entendu? Est-ce que tu peux nous dire un peu toi aussi quelle est quelle vision ont certains Alors, acteurs je vous avoue que la vision hiérarchisation des déchets, vous n'êtes pas les seuls à m'en avoir parlé, mais vous êtes les seuls qui vraiment voulaient la mettre en avant et la promouvoir. C'est-à-dire que j'en ai entendu parler aussi à d'autres échelons de la chaîne de valeur qui voyaient ça plutôt comme comme un frein à la disponibilité de la biomasse. Voilà. Mais c'est l'idée vraiment l'idée de la modélisation, c'est justement ça qui est intéressant, c'est que on peut avoir des problèmes de transparence des fois dans les critères et ce qu'on veut mettre en avant. L'enjeu de cette méthode-là, c'est justement que chacun donne ses intérêts personnels et privés sans s'occuper des nous permet justement de voir les points de conflit. Et ça, c'en est un vraiment qui est très intéressant parce que c'est vrai que dans les ONG, vous êtes vraiment les seuls à le mettre à ce point-là en avant. Ouais. D'accord, c'est intéressant. Après, donc la dernière de mes 4 questions, c'était donc c'est plus sur un aspect un peu plus peut-être global de cette recherche. C'est genre ce que tu as mis en place, c'est vraiment intéressant. Donc c'est sur les agrocarburants particulièrement. Aujourd'hui, nous, on essaye un peu de step back sur les bioénergies pour essayer d'avoir une vision un peu plus globale en allant un peu plus en incluant toutes les bioénergies ensemble. Est-ce que c'est le type est-ce que c'est le type de scénario et de modèle que tu as mis en place? Tout à fait, mais je dirais même que le modèle est reproductible dès qu'il y a de l'incertitude et une prise de décision qui prend en compte des parties prenantes qui ont des intérêts conflictuels. Donc c'est vrai que le modèle en général est un modèle pour le développement durable. Après, tu peux le décliner sur autant de sujets que tu veux. Par contre, ce qui vraiment demande énormément de temps, c'est pas vraiment de mettre en place cette méthodologie, ça va être de vraiment pouvoir bien cerner les intérêts de chacun. Si on s'ouvre à la bioénergie, ça veut dire qu'on va vraiment être sur une échelle au-dessus, c'est-à-dire qu'il faut interroger encore plus d'acteurs, parce qu'il y a encore plus de groupes de parties prenantes différentes. Et derrière, il va falloir aussi trouver la mécanique et les données qui permettent de répondre aux critères. Donc ça, qu'il y a certaines données où j'ai eu beaucoup de mal à avoir de l'information, où il a fallu lutter pour l'avoir. C'est beaucoup de travail derrière. Mais on peut le faire. Et d'ailleurs, mon but, mon objectif, ça serait de pouvoir faire cette modélisation à l'échelle européenne. Je t'en avais déjà parlé et c'est vrai que je vais demander des financements européens à moyen terme pour pouvoir financer cette recherche, pour vraiment faire une politique cohérente à l'échelle européenne qui vraiment satisfasse les acteurs et surtout qu'ils la construisent ensemble et pas que ce soit par interposition de points de vue opposés, quoi, parce que je pense que ça nous mènera nulle part de faire comme ça. Deux questions qui nous viennent donc des participants là qui viennent, qui sont peut-être des questions un peu moins sur les scénarios que tu nous proposes, mais plus sur plutôt tes connaissances sur les agrocarburants. La problème, c'est de dire est-ce que
là, on demande ton avis un peu technique en tant que chercheur. C'est vrai qu'en France, on a un peu et c'est toujours le souci qu'on a quand on va au niveau européen, c'est qu'en France, on n'est pas soumis obligatoirement aux importations d'huile de palme, parce qu'on a quand même une production très très forte d'agrocarburants fait à partir de colza. Est-ce que le fait de remplacer l'huile de palme par l'huile de colza, est-ce que c'est plus durable? Est-ce que ça nous est-ce que est-ce que déjà tu détailles, est-ce que ce type d'ingrédients est quelque Non, chose que tu comme je vous ai dit adresserais dans la avec présentation, plaisir pour moi, maintenant? un biocarburant avancé, c'est un biocarburant qui ne fait pas de concurrence à l'alimentation. Donc pour moi, un biocarburant issu du colza, quelle que soit la technologie de biocarburant que vous utilisez, ce sera un biocarburant conventionnel. Donc ça répond à la première partie de la question. Après, comme j'essaie de mettre en avant dans ce modèle-là, j'ai vraiment une approche systémique. C'est-à-dire qu'on peut pas critiquer entre guillemets un biocarburant ou le vendre d'ailleurs sans avoir une approche systémique. D'ailleurs, comme je vous ai dit, ma thèse c'était sur les biocarburants issus des microalgues. Mais j'ai tout de suite commencé par modéliser l'ensemble des biocarburants parce que de toute façon, on peut pas dire que l'un est meilleur que l'autre si on n'a pas une approche systémique. Donc comme tu viens de le dire, déjà si on remplace l'huile de palme par des biocarburants produits chez nous, de colza, effectivement, pour certains groupes de parties prenantes, c'est une amélioration. Ça dépend après de vos critères de décision, mais par exemple, pour les ONG, donc si je reviens sur le graphique, ça sera une évolution positive si on part de beaucoup d'un... Voilà, mais ça dépend d'où on part et ce qu'on compare. Évidemment, il y a rien d'absolu là-dedans. Voilà, donc Alors, deuxième question, c'est est-ce que dans tes hypothèses, est-ce que dans les hypothèses des carburants avancés et dans les scénarios que tu as fait, est-ce qu'il y a une vision, et je pense connaître la réponse, sur tout ce qui est les alors, carburants avancés à partir de microalgues? oui, bah là, c'est concrètement, c'était ma thèse. C'est difficile à l'horizon 2030 d'avoir des biocarburants issus des microalgues, tout simplement parce qu'on a eu un gros déficit d'investissement. Moi, dans les conclusions de ma thèse, en gros, c'était que si on mettait le paquet sur les microalgues à fin 2016, au moment de ma soutenance, on pourrait avoir les premiers litres en 2035. Voilà, et c'est ça le souci. Alors que effectivement, en termes de durabilité, les biocarburants qui sont issus des microalgues offrent quand même des performances qui sont nettement au-delà des biocarburants de deuxième génération. Par contre, la contrebalance à ça, c'est que les biocarburants issus des microalgues sont encore très très chers à produire. Bien évidemment, puisqu'on a un manque d'investissement dans la recherche, donc tant qu'on ne saura pas faire, je dirais, un démonstrateur à échelle industrielle, on n'arrivera pas à développer ces biocarburants-là. Mais on parle des microalgues, mais il y en a d'autres qui sont pas des carburants 2G, qui sont des carburants 3G, qui sont vraiment aussi très prometteurs, notamment parce qu'ils permettent de produire un volume de biomasse vraiment très impressionnant comparé à n'importe quel autre type de culture à l'hectare. Et ce qui offre des débouchés, pas seulement pour les biocarburants, mais pour la biomasse en général. Parce que les microalgues, on peut tout en faire. On peut en faire de l'hydrogène, on peut en faire du biodiesel, de l'éthanol, du pétrole artificiel, on peut en faire de la biomasse pour la brûler ou la méthaniser, on peut en faire de l'alimentation pour hommes, pour animaux. C'est vraiment très très malléable. Et du coup, c'est vrai que ça ouvre pas mal d'opportunités. Mais par contre, comme je t'ai dit, dans les cas les plus optimistes, on est sur du 2035 et dans les cas les plus, je dirais, probables, 2050. Mais c'est vraiment très très dépendant de la politique qu'on mettra de soutien pour leur développement. Oui. Et j'ai une question complémentaire par rapport aux algues, c'est Cyrielle du RAC qui parle. Tu présentais les algues au début de ta prise de parole là, comme remplissant à peu près positivement tous les enjeux environnementaux, mais il y en a un qu'on entend assez souvent. Il y en a un qu'on entend souvent quand même parmi les critiques, c'est sur la ressource en eau, sur l'utilisation en eau.
Alors, oui, encore une fois, oui, non, il y a pas de panacée, hein. C'est-à-dire que chaque biocarburant, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'il faut une approche systémique, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la complémentarité des biocarburants. Et avoir des réflexions sans voir cette complémentarité, ça peut nous amener à faire des erreurs dans nos choix. Et pour la consommation d'eau, en fait, pour les microalgues, tout dépend de la façon dont vous allez élever vos algues, entre guillemets. Soit vous prenez ce qu'on appelle des raceway, qui sont effectivement un peu plus gourmands en eau, soit vous prenez des photobioréacteurs qui, eux, sont moins gourmands en eau. Mais de toute façon, si vous comparez la consommation d'eau des microalgues comparée à la consommation d'eau des palmiers, on est sur deux poids deux mesures, hein, et de très très loin. Ah bah les palmiers, voilà. Le problème, c'est que ça pousse que dans des endroits où il pleut pas. Donc la majeure partie de l'apport en eau est totalement artificialisée. Donc c'est même par rapport aux cultures qu'on a chez nous, c'est vraiment deux poids deux mesures. Dans le mauvais sens. Ils sont extrêmement consommateurs en eau, les palmiers. Non, ça me semble. Je sais pas s'il y avait d'autres questions qui. Il y a pas mal de questions qui ressortent là sur le sujet des algues, sur la question de est-ce que c'est le fait que ça soit genre la question qui se pose, c'est comme c'est une culture directement. Donc Mais on pourrait discuter oui. encore longtemps de est-ce que ça fait concurrence ou non à l'alimentation, mais c'est une culture énergétique. Est-ce que Alors tu là, appelles ça un pour moi, biocarburant avancé ou pas? c'est un biocarburant avancé. Après, effectivement, on peut en débattre. Hein, c'est pas forcément une vérité absolue. Mais je pense quand même que quand on arrive à produire à l'hectare 10 à 100 fois plus que n'importe quelle autre culture, ça a quand même tendance à limiter pas mal les problèmes, parce ça veut dire que c'est autant de terre qu'on peut allouer pour autre chose. Toute la terre qu'on n'utilisera pas pour faire. Bon, après, ça dépend aussi de beaucoup de choses, notamment sur l'alimentation. Est-ce qu'on continue à avoir une consommation exacerbée de viande ou pas? Ça peut jouer énormément. Parce que si, par exemple, on continue à manger autant de viande et que tout ce qu'on donne à manger aux animaux est basé sur les microalgues, vous allez avoir un sacré gain de terre arable. Parce que la productivité en feed, en protéines des algues est vraiment incomparable à n'importe quelle autre culture actuelle. Donc voilà, encore une fois, il faut une approche systémique, il n'y a pas de vérité générale. Oui, et on nous faisait la remarque que euh, l'approche systémique doit être aussi faite sur, on va dire, les impacts possibles de la culture de ce type d'algues qui sont Tout souvent à des fait. algues assez invasives, C'est qu'il ne faudrait pas qu'elles c'est- sortent des fermes pour finir dans les C'est pour écosystèmes, ça que je disais qu'il n'y a aucun où il y a des biocarburant qui est enjeux la assez panacée et forts. que je dis pas du tout que les microalgues c'est parfait, loin de là. Et effectivement, la contamination des milieux extérieurs est une question vraiment très importante. Pas forcément parce que les algues sont toxiques, hein, c'est loin de là. Juste parce que si on veut optimiser la production, il y a une partie de la recherche qui se centre sur les organismes génétiquement modifiés. Et le problème qu'on peut avoir avec les algues, c'est que c'est vraiment à la base de du monde aquatique. Donc si on introduit un problème à la base du monde aquatique, il peut y avoir effectivement des répercussions qui seraient majeures sur l'environnement. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on peut pas dire que ce soit non plus la panacée. Il y a toujours cette approche-là, effectivement. Après, on va dire que si on utilise des photobioréacteurs, donc des tubes, si je vulgarise, les chances de contamination sont vraiment très très faibles. Par contre, si on utilise ces tubes-là, le coût de production est aussi beaucoup plus élevé que sur des productions ouvertes, bien évidemment. Donc c'est toujours une question de compromis, de ce qu'on choisit et du prix qu'on est prêt à mettre dans la transition énergétique. Je pense que il y a plus trop de questions. Je pense en plus on est dans les temps, il n'y a pas trop de problèmes. Merci à vous. Merci beaucoup Gino pour cette présentation. Je sais que tu as un autre papier qui devrait sortir bientôt
bah, dès qu'il est sorti, n'hésite pas à nous le faire passer. On le fera passer aussi dans nos réseaux parce que je pense que ce que tu fais actuellement dans tes recherches, c'est vraiment intéressant pour nous aussi. C'est une vraie vision systémique et une Et vraie approche je voulais juste rajouter que effectivement, si vous de votre côté vous faites des approches de co-construction et que vous voulez renouer le dialogue et avoir des approches un peu comme ça sur toute la chaîne de valeur, moi ça peut aussi m'intéresser de vous soutenir dans ces démarches-là. Donc vous pouvez aussi distribuer mon contact, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup, Dylan. On va juste dire un petit mot de conclusion. Voilà, rien d'extraordinaire. Le premier truc que j'avais envie de dire pour reboucler avec ce que disait Dino à la fin, c'est cette nécessaire vision systémique. Là-dessus, en tout cas, c'est sûr, on est d'accord. On était justement en train d'écouter ce matin une présentation, Camille et moi et d'autres, du scénario Négawatt et du scénario After, qui sont deux scénarios connectés. Et si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller jeter un œil, voilà, les dernières moutures sont sorties vraiment très récemment et sont toutes les deux accessibles gratuitement sur Internet, qui montrent avoir un chemin parmi d'autres pour aller vers une franche division des émissions de gaz à effet de serre en prenant en compte tout un tas de critères différents. Et justement, par exemple, si je prends juste l'exemple du scénario After, un des critères pris en compte, c'est la maturité technologique et économique des solutions à injecter dans le mix énergétique. Typiquement, voilà, les algues ne font pas partie aujourd'hui du scénario After puisque ça n'est pas une solution mature aujourd'hui, donc qui n'est pas plausible encore pour l'instant. Du coup, il ne fait pas partie du scénario After. Pour alimenter encore le débat. Du coup, moi, je dirais juste un mot. J'ai retenu voilà, que donc aujourd'hui, pour le contexte français, pour revenir un peu à notre contexte français, on a aujourd'hui quelque chose comme 7% d'agrocarburants qui sont dans nos carburants. Donc du coup, on voit que le plafond qui a été obtenu pour 2020 est de 7%. Du coup, les acteurs français qui ont fait du plaidoyer ont estimé que ça n'allait pas au-dessus. Voilà. Non. Ah, je peux pas. Si, C'est si. bon, merci. Ah voilà, super. Désolée, c'est juste qu'on entendait très fort le clavier. Et que en fait, quand il y a quelques mois, à l'automne 2016, est sortie la proposition de la commission dont parlait Laura de 3,8%, il y a eu un déchaînement de réactions sur les réseaux sociaux ou auprès des médias de la part de tous les industriels représentants du secteur agricole qui étaient énervés face à cette mesure qui allait être assez nocive pour leur activité, forcément. Et depuis, ces acteurs-là sont très très actifs. Laura nous le confirmait à l'échelle européenne, à Bruxelles, ils sont très actifs pour essayer de réévaluer ce 3,8% et de le mettre beaucoup plus haut. Et du coup, nous, face à ça, on va avoir du pain sur la planche. Donc ils sont déjà à travailler pas mal sur ce sujet-là à Bruxelles, c'est-à-dire essayer de convaincre les différentes parties prenantes, les parlementaires, les représentations des différents États qu'il faut rester au moins à 3,8 et avec cet objectif final d'atteindre un 0% en 2030. Mais malheureusement, en face, ils sont déjà très très actifs parce que très en colère contre ce 3,8%. Voilà, c'est quelque chose quand même à garder en tête. Donc du coup, de notre côté, ce sera bien de voir ce qu'on pourrait essayer de faire à l'échelle de la France pour que la position de la France, État français déjà, soit pas trop dégueu et que les parlementaires européens français s'emparent de cette question. Voilà, du coup, je te laisse la parole, Camille, Oui, pour oui, conclure. je voulais rappeler aussi en conclusion que il faut bien se rappeler que la France a une position vraiment de force sur les bioénergies au niveau européen et que c'est pour ça que l'enjeu est fort et c'est pour ça aussi que nos fédérations européennes comptent aussi beaucoup sur nous pour le travail qu'on va faire en interne parce qu'on sait que la France est à l'origine du plafond de 7% parce que c'était déjà la quantité qu'il y avait dans les carburants en France.
On sait qu'il y a un lobby très fort en France sur les agrocarburants et donc on a besoin d'être encore plus présent que dans les autres pays. Et je voulais vous parler après derrière. Actuellement, on a la stratégie nationale de la mobilisation de la biomasse. Donc, on a beaucoup parlé d'agrocarburants, cette stratégie qui est en train d'être finalisée au niveau du gouvernement et va arriver à la consultation du public aux alentours de fin mars, normalement, si l'autorité environnementale valide la stratégie, ce qui est vraiment pas sûr. Donc là aussi, on va avoir besoin de vous mobiliser pour répondre. Là, les enjeux sont plus autour du bois énergie que sur les agrocarburants, mais ça fait partie des bioénergies et il faut aussi se mobiliser sur ce sujet-là. Et en termes de calendrier, je voulais vous citer donc les deux points clés qu'on va avoir. On va avoir donc juste après évidemment les présidentielles le retour de la transposition de la directive ILUC dont vous a parlé Laura au début. Là aussi, il va y avoir un enjeu. On sait que ce ne sera pas fait avant les présidentielles, vu que le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture sont incapables de se mettre d'accord sur cette directive. Donc là, il va y avoir un enjeu très très fort dans les 100 premiers jours après la campagne pour faire un lobby fort au niveau des deux ministres pour pouvoir derrière leur expliquer notre point de vue. C'est-à-dire qu'il va falloir recommencer entre guillemets un peu à zéro le travail qu'on a déjà fait, parce que ça m'étonnerait qu'on ait les mêmes ministres. Et après, derrière, ben, comme l'a dit Laura, septembre et octobre prochain, il y aura il y aura besoin de se mobiliser là peut-être plus au niveau des territoires pour aller chercher, pour mobiliser nos parlementaires européens sur les différents votes sur les bioénergies au Parlement européen. C'est le mot de la fin. Bah oui, voilà, bah merci beaucoup. Donc, je rappelle qu'on a enregistré la séquence, donc vous pourrez la revoir ou la diffuser, qu'on va vous filer la présentation de Laura, mais pas celle de Gino pour l'instant, puisque ce sont des chiffres non encore finalisés, consolidés, etc. Il est encore en cours dans ses travaux de recherche, mais dès que c'est fini, il nous envoie les résultats finaux. Voilà, donc vous aurez tout ça, et puis moi je vais faire un mail récap avec les éléments essentiels, et puis voilà. Parfait. Voilà, et ben merci je beaucoup. vous souhaite une bonne fin de journée. Et bonne journée. Au revoir. Au revoir.